Michael, ton lacet est défait. Tania, ma sœur, assise à côté de moi sur le perron, m'adressa un grand sourire. Encore une de ces blagues idiotes, sans aucun doute, pensai-je. Mais je n'étais pas stupide au point de baisser la tête. Si je l'avais fait, elle m'aurait donné une claque sous le menton ou quelque chose de ce genre. Je ne marche pas. C'est un vieux truc. Maman venait de nous appeler pour le dîner. Cette sale môme et moi. Il y a 1 heure, elle nous avait envoyés dehors parce qu'elle ne supportait plus de nous voir nous disputer. Et c'est impossible de ne pas se disputer avec Tania. Je ne plaisante pas, insista-t-elle. Ton lacet est défait, tu vas trébucher et tomber. Ça suffit, dis-je en me tournant pour monter les marches. Mais ma chaussure gauche semblait adhérer au ciment. Je la dégageai d'une secousse. Burk! J'avais marché sur quelque chose de collant. D'instinct, je me tournai vers ma sœur. C'est une petite morveuse, toute maigrichonne, avec une grande bouche rouge comme celle d'un clown et de longs cheveux bruns. De vraies ficelles qui rebiquent en 2 nattes de chaque côté de son visage. Tout le monde trouve qu'on se ressemble. Moi, je déteste qu'on dise ça. Même si j'ai les cheveux bruns, ils ne pendent pas comme des ficelles. Ils sont courts et épais, et ma bouche est normale. Personne ne m'a jamais comparé à un clown. Et je suis peut-être un peu petit pour mon âge, mais je ne suis pas maigre. Non, je ressemble absolument pas à Tania. « Tu ferais mieux de t'occuper de ta chaussure » s'écria-t-elle en rigolant. Je baissai les yeux. Surprise, mon lacet était bien défait. En plus, je venais de marcher sur un gros morceau de chewing-gum. Si j'avais regardé ma chaussure la première fois, je n'aurais pas marché dedans. Mais Tania savait parfaitement que je ne regarderais pas, puisqu'elle me demandait de le faire. Logique, non? Elle m'avait encore eu. Tania la terreur. « Tu vas y avoir droit cette fois, grommelai-je. J'essayai de l'attraper, mais elle s'esquiva et entra en courant dans la maison. Je la poursuivis jusque dans la cuisine. « Maman, maman, Michael veut m'attraper » cria-t-elle en allant se cacher derrière ma mère, comme si elle avait peur de moi. « Michael Webster, arrête d'embêter ta petite sœur » me reprocha maman. Elle jeta un coup au carrelage et ajouta. « Tu as du chewing-gum sous ta semelle? Oh, tu vas en mettre partout. Tania a fait exprès de me faire marcher dedans. » Maman fronça les sourcils d'un air mécontent. « Et tu penses que je vais croire ça? J'en ai assez de tes blagues idiotes, Michael. »« Mais ce n'est pas une blague. » Maman prit un air dégoûté. « Si tu dois mentir, fais au moins en sorte que ça soit plausible. » Tania me regarda par en dessous, toujours cachée derrière maman. « C'est vrai ça, Michael, » déclara-t-elle avant d'éclater de rire. Elle était ravie. Elle adore qu'on me gronde pour des bêtises que je n'ai pas commises. Tania, elle, ne peut pas faire de bêtises. Oh non, jamais. C'est un petit ange. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. J'ai 12 ans, Tania 7. Et c'est simple, elle me gâche la vie depuis 7 ans. Dommage que je ne me souvienne pas des 5 premières années de mon existence. Les années pré-Tania. Ça devait être sensationnel et tellement tranquille. Je sortis sur le porche pour gratter le chewing-gum. À ce moment-là, j'entendis la sonnerie de la porte d'entrée. « J'y vais » cria papa. « C'est une surprise. » 2 minutes plus tard, toute la maisonnée se rassemblait près de la porte d'entrée. Sur le seuil, 2 hommes tenaient quelque chose de lourd, long et étroit, enveloppé dans une sorte de couverture matelassée grise. « Faites bien attention, » recommanda papa, « c'est très ancien. Venez par ici. » Papa conduisit les livreurs dans le bureau. Ils posèrent l'objet à une extrémité de la pièce et se mirent à le déballer. C'était à peu près aussi large que moi et plus haut d'environ 30 centimètres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tania. Papa ne répondit pas et se frotta les mains avec contentement. Enfin, la couverture grise tomba à terre, révélant une pendule ancienne, très originale. Elle était noire, couverte de dessins peints en bleu, or et argent. Elle avait aussi des volutes, des sculptures et toutes sortes de boutons. Sur le cadre en blanc, les aiguilles et les chiffres romains étaient en or. Au milieu de l'horloge, on voyait une grande porte. Leur travail terminé, les livreurs rassemblèrent leurs affaires et partirent. « Elle est belle, n'est-ce pas » s'écria papa, enthousiaste. « C'est un coucou ancien, une véritable occasion. Vous connaissez le magasin d'antiquités en face de mon bureau, au fourbi d'Antony ?» Tania et moi acquiesçâmes. « Eh bien, ce coucou était dans cette boutique depuis 15 ans, » déclara papa en tapotant l'horloge d'un air satisfait. « Chaque fois que je passais devant, chez Antony, je m'arrêtais pour le regarder. J'ai toujours aimé cet objet. Antony a fini par le mettre en vente. « Super » dit Tania. « Mais cela fait des années que tu marchandes avec Antony, » s'écria maman, « et il a toujours refusé de te le vendre. Qu'est-ce qu'il a décidé finalement ?» Le sourire de papa s'élargit. «
Eh bien, aujourd'hui, lorsque je suis allé au magasin à l'heure du déjeuner, Anthony m'a avoué qu'il avait découvert un petit défaut sur l'horloge. Quelque chose qui ne marche pas bien, paraît-il, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas la vendre. Où est le défaut demandai-je en m'avançant pour inspecter l'horloge. Il n'a pas voulu me le dire. Remarquez-vous quelque chose, les enfants? Tania me rejoignit pour chercher le fameux défaut. Tous les chiffres du cadran étaient corrects, et les 2 aiguilles fonctionnaient. Je ne vis ni éraflure, ni ébréchure. Elle a l'air en parfait état, déclara Tania. Oui, tout marche bien, ajoutai-je. Papa approuva d'un signe de tête. Moi non plus, je ne vois pas de quoi il s'agit. J'ai insisté auprès d'Anthony pour lui acheter l'horloge. Il a bien essayé de m'en dissuader, mais j'ai tenu bon. Si le défaut existe, il est tellement petit que personne ne le remarque. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, j'adore cette horloge. Maman s'éclaircit la voix. Chérie, crois-tu vraiment qu'elle a sa place dans le bureau? À son expression, je voyais bien qu'elle n'aimait pas l'horloge. Et où voudrais-tu la mettre? Demanda papa. Eh bien, dans le garage, peut-être. Papa éclata de rire. Ha ha, très drôle, ma chérie. Maman secoua la tête. Elle ne plaisantait pas. Mais elle resta silencieuse. Je crois que cette horloge va parfaitement bien dans le bureau, reprit papa. J'aperçus alors un petit cadran doré sur le côté droit, qui ressemblait à une horloge miniature, mais il ne comportait qu'une seule aiguille. Des chiffres minuscules étaient peints en noir tout autour du cadran, allant de 1800 à 2000. La fine aiguille en or immobile pointait vers le chiffre 1997. En dessous du cadran, un petit bouton doré avait été inséré dans le bois. « Ne touche pas à ce bouton, Michael, m'avertit papa. Le cadran donne l'année en cours, et le bouton bouge l'aiguille pour changer d'année. C'est idiot, commenta maman, on peut oublier l'heure, mais pas l'année. Papa ignora sa remarque. Tu vois, me dit-il, l'horloge a été construite en 1800, là où commence le cadran. Chaque année, l'aiguille se déplace d'un cran pour montrer la date. Et pourquoi s'arrête-t-elle en 2000 demanda Tania. Papa eut un haussement d'épaule. Je ne sais pas, je suppose que celui qui l'a fabriqué ne pouvait pas imaginer que l'an 2000 arriverait un jour. Ou peut-être pensait-il que l'horloge ne durerait pas aussi longtemps. Ou alors il croyait que l'univers exploserait en 1999, suggérai-je. Peut-être, dit papa. De toute façon, il ne faut pas toucher à ce cadran, ni à l'horloge. Elle est très ancienne et très délicate. Compris? D'accord, acquiesça Tania. Je n'y toucherai pas, promis-je. Regardez, dit maman en désignant l'horloge du doigt. Il est presque 7 heures. Le dîner va être... Un bruit de gong l'interrompit. Une petite porte s'ouvrit, juste au-dessus du cadran, et un oiseau en sortit. C'était l'oiseau le plus terrifiant que j'ai jamais vu, et il plongeait droit sur moi. « Il est vivant !» criai-je terrorisé. L'oiseau jaune battit des ailes. Ses yeux bleus et brillants me fixèrent d'un air furieux, et il poussa 7 cris rauques et inquiétants. Puis il recula d'une secousse pour rentrer dans l'horloge. La petite porte se referma. « Il n'est pas vivant, Michael !» s'exclama papa en riant. « Mais on peut dire qu'il a l'air vrai, n'est-ce pas? Il est génial !»« Espèce de poule mouillée !» s'écria Tania. « Tu as eu peur d'un coucou ?» Elle tendit la main et me pinça. « Fiche-moi la paix, grommelai-je en la repoussant d'une bourrade. »« Michael, ne la pousse pas. Tu ne te rends pas compte de ta force et tu pourrais lui faire mal. »« C'est vrai ça, Michael, renchérit Tania. » Papa admirait toujours son horloge. Il pouvait à peine en détacher son regard. « Cela ne m'étonne pas que tu aies eu peur. Anthony m'a raconté une histoire bizarre à propos de cette horloge. Elle vient de la Forêt Noire, en Allemagne, et il prétend qu'elle est enchantée. »« Enchantée ?» répétai-je. « Elle serait magique? C'est possible ?» À en croire Anthony, l'homme qui l'a construite avait des pouvoirs magiques, et il lui aurait jeté un sort. La légende dit que si on découvre le secret du coucou, on peut s'en servir pour remonter le temps. « C'est Anthony qui t'a appris ça ?» railla maman. « Quelle bonne façon de se débarrasser d'une vieille horloge. Raconter qu'elle a des pouvoirs magiques. » Mais papa ne voulait pas qu'on lui gâche son plaisir. Anthony avait l'air d'y croire. « Moi je pense que c'est vrai, déclara Tania. Julian, j'aimerais bien que tu cesses de raconter des choses abracadabrantes aux enfants, lui reprocha maman. Ce n'est pas bon pour eux, et cela ne fait qu'encourager Michael. Il est toujours en train d'inventer des histoires ou des blagues idiotes. Je crois qu'il tient ça de toi. Je n'invente rien du tout, protestai-je. Je dis toujours la vérité. Comment maman pouvait-elle me juger comme ça? Je fulminais. Le pire, c'était l'expression triomphante de Tania. Dans la vie, elle n'a qu'un but, m'attirer des ennuis. Si seulement j'avais pu faire disparaître son sourire, satisfait pour toujours. « Nous allons dîner dans quelques minutes, annonça maman en quittant le bureau.
Michael, Tania, allez vous laver les mains. Et surtout que personne ne touche à cette horloge, ajouta papa, en s'éloignant à son tour. D'accord, dis-je. Je me dirigeai vers la salle de bain. Quand je passai devant Tania, celle-ci m'écrasa le pied. Aïe! Michael, arrête de faire tant de bruit, gronda papa. Mais papa, Tania a fait exprès de me marcher sur le pied. Ça n'a pas dû te faire très mal. Elle est beaucoup plus petite que toi. Petite, mais costaud. La douleur me causait des élancements. J'allais me laver les mains en boitillant. Et Tania me suivit. Quel bébé tu fais, lança-t-elle. Tu as intérêt à te tenir tranquille, répondis-je d'un ton menaçant. Mais elle s'en moquait. Pourquoi faut-il que j'aie la pire des sœurs? Pour dîner, nous eûmes des pâtes au brocoli et à la sauce tomate. Maman était dans sa période végétarienne et sans matière grasse. Tu sais, chérie, un hamburger de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne, bougonna papa. Je ne suis pas d'accord. Elle n'avait pas besoin d'ajouter un mot. Nous avions déjà tous eu droit à ces explications sur la viande, les matières grasses et les produits chimiques. Je me demande si je ne vais pas vous interdire le bureau pendant quelque temps, déclara papa. Je n'aime pas du tout l'idée de vous voir jouer là-dedans. Vous pourriez casser l'horloge. Mais il faut que j'aille travailler dans le bureau ce soir, protestai-je. Je dois faire un exposé intitulé « Les transports dans le monde ». J'ai besoin de l'encyclopédie. Tu ne peux pas l'emporter dans ta chambre? Toute l'encyclopédie? Non, évidemment, soupira-t-il. Eh bien, c'est d'accord pour ce soir. Moi aussi j'ai besoin de l'encyclopédie, intervint Tania. Sûrement pas, répliquai-je aussitôt. Elle voulait rester dans le bureau pour m'embêter. Je le savais très bien. Si, il faut que je me renseigne sur la ruée vers l'or. Tu viens juste d'inventer ça. On n'étudie pas la ruée vers l'or en CE1. Ce n'est pas avant le CM1. Qu'est-ce que t'en sais? Madame Dolly nous apprend justement la ruée vers l'or en ce moment. Peut-être que je suis dans une meilleure classe que toi. Michael, vraiment, s'exclama maman. Si Tania dit qu'elle a besoin d'encyclopédie, pourquoi te disputes-tu avec elle? Tania me tira la langue. Je soupirai. Ce n'était même pas la peine de discuter, pensai-je. Tout ce que j'y gagnerais, ce sont des ennuis. Après dîner, je traînais mon sac à dos dans le bureau. Aucun signe de Tania. Du moins, pas encore. Je me dis que je pourrais peut-être avancer dans mon travail avant qu'elle vienne me harceler. Comme je laissais tomber mes livres sur le bureau de papa, l'horloge attira mon attention. Elle n'était pas jolie, plutôt laide même. Mais j'aimais regarder toutes ces volutes, ces boutons et ces poignées. Elle paraissait vraiment magique. Je songeais aux défauts dont on avait parlé et je me demandais où ils pouvaient bien se trouver. L'horloge avait-elle reçu un coup? La peinture était-elle écaillée? Ou bien manquait-il un cran à l'un des mécanismes? Je me retournai et jetai un coup d'œil à la porte du bureau. Bouba, notre chat, venait de l'entr'ouvrir d'une poussée et avançait d'un pas nonchalant, en ronronnant. Je le caressais. Papa et maman étaient encore dans la cuisine, occupés à faire la vaisselle et à ranger. Pourquoi ne pas regarder l'horloge d'un peu plus près? C'était l'occasion, ou jamais. Prenant soin de ne pas toucher les boutons, j'examinai le cadran des années. Puis j'effleurai une courbe argentée peinte au bord de l'horloge et jetai un coup d'œil à la petite porte au-dessus du grand cadran. Je savais que le coucou se tenait derrière, attendant de bondir au dehors dès que l'heure serait venue. Comme je ne voulais pas que ce sale oiseau me surprenne encore, je regardai l'heure. 8h moins 5. Sous le cadran, il y avait une autre porte, très grande. J'avançai la main pour toucher la poignée. Qu'y avait-il derrière? Le mécanisme de l'horloge? Un pendule? Je jetai de nouveau un coup d'œil par-dessus mon épaule. Personne. Je voulais juste voir ce qu'il y avait dedans. Je ne faisais rien de mal après tout. Résolu, je tournai la poignée et tirai. Elle résista. Je tirai plus fort. La porte s'ouvrit en grand et je poussai un cri perçant en voyant un horrible monstre vert jaillir de l'horloge. Il se jeta sur moi et me renversa sur le sol. « Maman, papa, au secours !» Le monstre approcha ses longues griffes de mon visage. Je me protégea avec mes mains. Il allait me mettre en pièces. « Ouh, ricana le monstre en me chatouillant. J'ouvris les yeux. Tania, c'était Tania dans son vieux déguisement de Halloween. Elle se roula par terre en riant aux éclats. « Ha ha, c'était tellement facile de te faire peur. Tu aurais dû voir ta tête quand j'ai bondi. Ce n'est pas drôle, tu as failli. » Un coup de gong m'interrompit. Je regardais l'oiseau s'égosiller. D'accord, je devais admettre que j'avais encore eu peur. Mais Tania avait-elle besoin de se tenir les côtes en riant? Juste pour ça? Que se passe-t-il ici? Demanda papa en apparaissant sur le seuil du bureau, l'air furieux. Pourquoi cette porte est-elle ouverte? Michael, je t'avais pourtant dit de ne pas toucher à l'horloge. Moi, mais je n'ai touché à rien.
Menteur, tu essayais d'attraper le coucou, lança Tania. Papa me foudroya du regard. Mais ce n'est pas vrai, c'est Tania qui... Ça suffit, Michael, j'en ai assez de t'entendre accuser ta sœur toutes les fois que tu fais des bêtises. Ta mère a sans doute raison, j'ai peut-être trop encouragé ton imagination. Je n'invente jamais rien. Il ment, papa, je l'ai trouvé en train de jouer avec l'horloge, et j'ai essayé de l'arrêter. Papa approuva d'un signe de tête. Il buvait littéralement les paroles de sa chère petite Tania. Ulcéré, je sortis de la pièce comme un ouragan et me précipitai dans ma chambre, donc je claquai la porte d'un coup de pied. C'était trop injuste. Non seulement Tania était une peste, mais en plus, elle ne se faisait jamais gronder. Elle avait même réussi à gâcher mon anniversaire, 3 jours auparavant. J'avais eu 12 ans. D'habitude, les gens sont contents le jour de leur anniversaire. Normalement, ils s'amusent, non? Eh bien, pas moi. Tania avait veillé à ce que mon anniversaire soit le pire jour de ma vie. Ou du moins, l'un des pires. Mes parents étaient surexcités à l'idée de m'offrir mon cadeau d'anniversaire. Ma mère n'arrêtait pas de sautiller partout en me répétant de ne pas aller dans le garage. Surtout n'y va pas, Michael. Quoi que tu fasses, ne va pas dans le garage. Je savais qu'elle y avait caché mon cadeau, mais je lui demandais, juste pour la taquiner. Et pourquoi ça? Pourquoi je n'irai pas dans le garage? Le verrou de ma chambre est cassé et je voudrais emprunter les outils de papa. Non, non, non. Demande à ton père de l'arranger. Il s'en occupera. Il ne faut pas que tu y ailles parce qu'il y a un énorme tas d'ordures et que ça ne sent pas bon. Je ne veux pas que tu te rendes malade. Plutôt mauvais comme excuse, non? D'accord, maman, je n'irai pas dans le garage. J'avais tenu ma promesse. Pourtant, le verrou de ma chambre était vraiment cassé. Mais je ne voulais pas gâcher la surprise que mes parents me préparaient. Ils donnaient une grande fête en mon honneur, cet après-midi-là. J'avais invité des copains de l'école. Maman avait fait un gâteau et préparé des boissons. Quant à papa, il courait dans toute la maison et grimpait sur les chaises pour accrocher des guirlandes de papier crépon. « Papa, tu veux bien arranger le verrou de ma chambre ?» demandai-je. Je tenais à mon intimité et j'avais besoin de ce verrou. Tania l'avait cassé la semaine dernière en essayant de défoncer la porte à coups de poing. « Bien sûr, Michael, tout ce que tu voudras. Après tout, c'est ton anniversaire aujourd'hui. »« Merci. » Il alla chercher sa boîte à outils et partit réparer ma porte. Tania s'attardait dans la pièce avec l'air de chercher quelle bêtise elle pourrait bien faire. Ça n'a pas manqué. À peine papa était-il sorti qu'elle avait tiré sur une guirlande pour la faire tomber. Quand papa eut fini la réparation de mon verrou, il rapporta ses outils au garage. En passant par la salle à manger, il remarqua la guirlande déchirée. « Pourquoi ce papy ne tient-il pas » marmonna-t-il en le recollant. 2 minutes plus tard, Tania le déchirait de nouveau. « Je sais où tu veux en venir, lui dis-je. Arrête d'essayer de me gâcher mon anniversaire. »« Je n'ai pas besoin de le gâcher, c'est déjà un gâchis, parce que tu es né ce jour-là, répliqua-t-elle, en feignant de frissonner d'horreur. Je décidai de l'ignorer. Personne ne m'empêcherait de m'amuser aujourd'hui. Pas même ma sœur. Du moins, c'est ce que je pensais. Environ une demi-heure avant la fête, papa et maman m'attirèrent dans le garage. « Et le tas d'ordures ?»« Oh, ça, répondit maman riant. Je t'ai menti, mon poussin. »« Vraiment? Pourtant, je t'ai cru. »« T'es vraiment un crétin, lança Tania. Papa poussa la porte du garage et je franchis le seuil. Là, contre le mur, il y avait un vélo à 21 vitesses, noir, brillant, flambant neuf. C'était exactement ce que je voulais, et depuis longtemps. « Il te plaît ?» demanda maman. « Je l'adore, il est formidable, merci. »« Il est chouette, » déclara Tania. « Maman, je veux le même pour mon anniversaire. » Avant que j'aie pu l'en empêcher, elle grimpait sur la selle de ma bicyclette toute neuve. « Descends de là !» m'écriai-je. Elle n'écouta pas et essaya de mettre les pieds sur les pédales, mais ses jambes étaient trop petites et la bicyclette tomba par terre. « Tania !» s'exclama maman en se précipitant. « Tu t'es fait mal ?» Tania se releva et brossa ses vêtements du revers de la main. « Ça va, mais je me suis écorché le genou, » répondit-elle avec un air de martyr. Je ramassai mon vélo et l'inspectai. Il y avait une longue éraflure sur le cadre. Il était abîmé. « Tu as cassé mon vélo !»« Du cas, Michael, dit papa. Ce n'est qu'une petite éraflure. Tu ne penses donc pas à ta sœur, renchérit maman. Elle aurait pu se faire mal. C'est sa faute aussi, elle n'aurait jamais dû toucher à mon vélo. Michael, tu as beaucoup à apprendre pour être un gentil frère, déclara papa. Quelquefois, ils me rendent fou tous les deux. Rentrons, conclut maman, tes amis ne vont pas tarder à arriver. J'avais pensé que ça irait mieux quand tout le monde serait là et qu'on ferait la fête. Il y aurait un gâteau, des cadeaux et mes meilleurs amis. Rien de grave pourra m'arriver, espérais-je naïvement. Ça avait bien commencé. Mes amis étaient tous venus avec des cadeaux. J'avais invité 5 garçons. David, Josh, Bob, Henry et Christopher.
Et puis 3 filles, Hélène, Rosie et Mona. Je n'aime pas tellement Hélène et Rosie, mais je tiens beaucoup à Mona. Elle a de longs cheveux bruns, très brillants, et un petit nez retroussé que je trouve très mignon. Elle est grande, et elle joue bien au basket. Et puis, elle est chouette. Hélène et Rosie sont les meilleures amies de Mona. J'étais obligé de les inviter si je voulais que Mona vienne. Elles vont toujours ensemble partout. Elles étaient arrivées toutes les 3 en même temps et avaient ôté leur veste. Mona portait une salopette rose avec un col roulé blanc. Elle était super. « Joyeux anniversaire, Michael !» s'écrièrent-elles en chœur. « Merci !» Elles me tendirent chacune un cadeau. Celui de Mona était petit et plat et enveloppé dans un papier argenté. « Ce doit être un CD, pensai-je. Je posai les cadeaux avec les autres dans le salon. « Hé, Michael, qu'est-ce que tes parents t'ont offert ?» demanda David. « Un vélo, dis-je en tentant de paraître indifférent. À 21 vitesses. J'avais mis un disque. Maman et Tania avaient apporté des assiettes avec les toasts. Puis, maman était retournée à la cuisine, mais Tania était restée dans la pièce. « Elle est mignonne, ta petite sœur, » remarqua Mona. « Pas quand on la connaît, » murmurai-je. « Michael, ce n'est pas très gentil de ta part. »« Il est affreux avec moi, » déclara Tania. « Il me crie tout le temps dessus. »« C'est pas vrai, fiche le camp, maintenant !»« Je ne suis pas obligée, » répliqua-t-elle en me tirant la langue. « Laisse-la, Michael, elle n'embête personne, » dit Mona. « Hé, Mona, tu sais, » déclara Tania d'une voix stridente, « Michael, il est amoureux de toi. »« Vraiment ?» demanda Mona en écarquillant les yeux de surprise. Je devins rouge comme une tomate et fusillai Tania du regard. J'avais bien envie de l'étrangler une bonne fois pour toutes, mais ici, devant mes copains, je ne le pouvais pas. Mona se mit à rire, et Hélène, puis Rosie l'imitèrent. Heureusement que les garçons n'avaient rien entendu. Ils se tenaient près du lecteur CD et étaient occupés à choisir des morceaux, qu'ils passaient les uns après les autres. Que répondre? C'était vrai que j'aimais Mona. Je ne pouvais pas le nier, parce que ça lui aurait fait de la peine, mais je ne pouvais pas l'admettre non plus. J'aurais voulu que le sol s'ouvre sous mes pieds et m'engloutisse. « Tu es tout rouge, Michael !» s'écria Mona. Christopher l'entendit et se tourna vers nous. « Qu'est-ce que Webster a encore fait ?» Je n'avais pas répondu. J'avais attrapé Tania et l'avais entraînée vers la cuisine, tandis que le rire de Mona résonnait encore à mes oreilles. « Merci beaucoup, Tania !» sifflai-je. « Pourquoi tu t'es raconté ça, Mona ?»« Eh ben, c'est vrai, non? Moi, je dis toujours la vérité. »« Ah, oui, pas mal. »« Michael !» s'exclama maman. « Que fais-tu encore à ta sœur ?» Je quittai la cuisine en trombe, sans lui répondre. « Hé, Webster !» Josh m'appela dès que je pénétrai dans le salon. « J'aimerais bien voir ton vélo. »« Parfait, pensai-je. C'est l'occasion de m'éloigner des filles. » Je conduisis mes copains au garage. Là, ils regardèrent mon vélo, vraiment impressionnés. Puis, Henri prit le guidon. « Qu'est-ce que c'est cette éraflure ?»« C'est ma sœur qui... » Je m'interrompis et secouai la tête. À quoi bon leur expliquer? « Rentrons, je vais ouvrir mes cadeaux. » Nous avions regagné le salon tous ensemble. Au moins, les cadeaux qui me restent, Tania ne me les abîmera pas, pensai-je. Mais Tania trouve toujours le moyen de me gâcher la vie. Quand nous entrâmes dans le salon, elle se tenait au milieu des tas de papiers cadeaux froissés. Rosie, Mona et Hélène étaient assises autour d'elle. Tania avait ouvert tous mes cadeaux pour moi. Silencieux, je la regardais déchirer le papier du dernier cadeau qui restait, celui de Mona. « Regarde ce que Mona te donne !» s'écria ma sœur en brandissant un CD. « Il y a de très belles chansons d'amour dessus. » Tout le monde éclata de rire. Normal, tout le monde pensait que Tania était vraiment craquante. Plus tard, mes amis passèrent dans la salle à manger pour prendre le gâteau et la glace. J'apportais moi-même le gâteau et maman me suivait avec les assiettes. C'était mon gâteau favori, tout au chocolat. Au moment où je franchissais le seuil, Tania tendit le pied. Je trébuchais. Le gâteau m'échappa des mains et je tombai par terre, le nez dedans. Paf! Il y eut des exclamations de surprise, et puis des rires étouffés. Je me redressai pour m'essuyer les yeux. Le premier visage que je vis fut celui de Mona. Elle était hilare. Maman se pencha vers moi d'un air de reproche. « Quel gâchis! Pourquoi ne regardes-tu pas où tu marches, Michael ?» J'écoutais les rires de mes amis et contemplais ce qui restait de mon gâteau. Je savais que je ne pourrais plus souffler les bougies maintenant. C'est alors que je décidai de faire un vœu. Le vœu de pouvoir recommencer complètement le jour de mon anniversaire, pour oublier le désastre total de celui-là. Et tout ça, à cause de Tania. Mais ce n'était pas la pire chose qu'elle m'avait faite. Non, elle m'avait fait une chose tellement plus horrible que personne ne le croirait jamais. Ça s'était passé 2 jours avant mon anniversaire. Mona, Hélène et Rosie devaient venir à la maison. Nous avions tous des rôles dans la pièce de l'école et nous avions prévu de répéter ensemble chez moi.
La pièce s'appelait La fille du roi et la grenouille. Mona tenait le rôle de la princesse, tandis que Hélène et Rosie jouaient ces deux sœurs idiotes. Une distribution parfaite, selon moi. J'avais le rôle de la grenouille, avant qu'elle se transforme en prince lorsque la princesse l'embrasse. Je ne sais pas pourquoi, notre professeur de théâtre ne voulait pas que je joue le prince. Il avait donné ce rôle à Josh. De toute façon, je trouvais bien plus intéressant d'être la grenouille, parce que c'est elle que la princesse embrasse, pas le prince. Les filles allaient arriver d'une minute à l'autre. Tania était assise sur le tapis, dans le bureau, et s'ingéniait à torturer Booba. À cet instant, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. « On s'en occupe, maman !» m'exclamai-je. Ce devaient être les filles. Je voulais leur faire une surprise en apparaissant dans mon costume de grenouille. Mais je n'étais pas prêt. « Va ouvrir la porte, Tania !» ordonnai-je. « Dis-leur de m'attendre dans le bureau. Je reviens tout de suite. »« D'accord. » Elle courut dans l'entrée pendant que je me ruais à l'étage pour passer mon déguisement. J'étais trop pressé pour m'étonner de l'attitude de ma sœur. Pourtant, pour une fois qu'elle m'obéissait sans broncher, cela aurait dû m'alerter. Je fonçai dans ma chambre, pressé de me transformer en grenouille qui embrasse une princesse. Non, c'était le contraire. En tout cas, c'était la seule chose qui m'intéressait, je dois l'avouer. Sans plus réfléchir, je me déshabillai. Je sortis mon costume de l'armoire et tirai sur la fermeture éclair dans le dos du déguisement. Horreur! Elle était coincée. Je tirai dessus comme un forcené et bien sûr, juste à ce moment-là, la porte de ma chambre s'ouvrit. « Il est là, les filles !» déclara Tania. « Non, pensai-je, non, c'est un cauchemar. » Je n'osais même pas lever les yeux vers la porte, où Mona, Hélène et Rosie devaient me regarder avec des yeux ronds. Et moi, je me tenais là, en slip et en maillot de corps, comme un imbécile. Finalement, je levai la tête et elles éclatèrent de rire toutes les trois. Toutes les quatre plutôt, car Tania était la plus déchaînée avec son rire de hyène. Vous trouvez cette histoire horrible, non? Eh bien, ce n'est pas tout. Il y eut encore pire. 2 jours encore avant ce désastre, j'étais en train de faire du basket dans le gymnase de l'école, après la classe, avec Josh, Henry et d'autres gars, y compris Kevin Flowers, un excellent basketteur. Il est grand et costaud. En fait, il est 2 fois plus grand que moi. Il adore le basket. Son équipe favorite, c'est celle de l'université de Duke, les Blues Devils. Il porte une casquette des Blue Devils à l'école tous les jours, et tout le monde le sait. Pendant qu'on marquait des paniers, j'aperçus Tania en train de rôder vers les lignes de touche, là où nous avions laissé nos affaires. J'eus un mauvais pressentiment. J'en ai toujours quand Tania est dans les parages. Que faisait-elle ici? Sa maîtresse l'avait peut-être gardée après la classe, et elle m'attendait pour rentrer à la maison. Ou alors elle était venue exprès pour m'empêcher de me concentrer et de marquer des paniers. Je ne vais pas la laisser faire, me dis-je. Ça non, je ne vais même pas penser à elle. Je vais me concentrer sur le match. À point, c'est tout. J'étais en forme, je marquais même plusieurs paniers. Mon équipe gagna, grâce à Kevin Flowers, bien sûr. Lorsque nous revînmes chercher nos vestes et nos cartables, Tania était partie. Bizarre, pensai-je, elle a dû rentrer à la maison sans moi. Je mis mon sac à dos. À demain, les gars, lançai-je à la cantonade. À cet instant, la voix grave de Kevin résonna dans le gymnase, comme un coup de tonnerre. Que personne ne sorte. Tous, nous nous figeâmes. Où est ma casquette? Poursuivit Kevin. Je ne trouve plus ma casquette des Blue Devils. Je haussai les épaules. Qu'est-ce que j'y pouvais, moi, s'il ne trouvait plus ses affaires? Quelqu'un m'a pris ma casquette, reprit Kevin, en attrapant le sac à dos d'Henry et en commençant à fouiller dedans. Tout le monde savait à quel point Henry adorait cette casquette. Mais Josh me désigna du doigt. Et regardez ce qui dépasse du sac de Webster. Quoi? Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et vis un morceau de tissu bleu qui sortait de la poche centrale. Je chancelai. Kevin s'avança vers moi et arracha sa casquette de mon sac. « Je ne comprends rien, Kevin. Je ne sais pas qui a pu la mettre dans mon sac, m'écriai-je. Je te jure. » Kevin ne me laissa pas continuer. Il n'a jamais tellement aimé écouter, remarquez. Je vous fais grâce des détails sanglants. Disons qu'une fois que Kevin en eut fini avec moi, mes vêtements étaient plutôt de travers, mon visage aussi. D'ailleurs, quand Josh et Henry me raccompagnèrent, ma propre mère ne me reconnut pas. Mes yeux et mon nez semblaient avoir rejoint mon menton. C'était moche. Très moche. Quand j'allais dans la salle de bain pour nettoyer mes blessures, j'aperçus Tania dans le miroir. Son sourire satisfait me renseigna soudain sur ce qui s'était passé. « C'est toi qui as mis la casquette de Kevin dans mon sac ?» m'indignai-je. Tania se contenta de me regarder avec son sourire de sale môme. Bien sûr que c'était elle. Comment pouvais-je encore en douter? « Pourquoi tu fais ça ?» Tania haussa les épaules et prit un air innocent. « C'était la casquette de Kevin? Je croyais que c'était la tienne. »« Menteuse, je n'ai jamais porté de casquette des Blue Devils, et tu le sais très bien. Tu l'as fait exprès. » J'étais tellement furieux que la regarder me rendait fou. Je sortis et lui claquai la porte au nez. Voilà ce que je devais endurer jour après jour.
Alors vous comprenez sans peine pourquoi j'ai agi comme ça. N'importe qui en aurait fait autant à ma place. Ce soir-là, je me réfugiai dans ma chambre. J'avais besoin de réfléchir au moyen de me venger de Tania, mais je ne trouvais absolument rien. Enfin, rien d'assez bien. Cependant, quelques jours après l'arrivée de l'horloge, Tania elle-même me donna une idée. Elle n'arrêtait pas de traîner autour du coucou. Or, un après-midi, papa l'attrapa en train de jouer avec les aiguilles du cadran. Elle n'eut pas de gros ennuis, bien sûr. Non, pas cette chère Tania. Mais papa lui dit « Je garde un œil sur toi, ma petite demoiselle, et que je ne te reprenne pas à jouer avec cette horloge. » Enfin, papa se rend compte que Tania n'est pas un modèle de perfection, pensai-je. Voilà, j'ai trouvé le moyen de la piéger, et sans me faire gronder à sa place cette fois. S'il arrivait quelque chose à l'horloge, maintenant, je savais qu'on accuserait Tania. Il ne me reste plus qu'à faire le nécessaire. Tania n'aurait que ce qu'elle méritait. Elle paierait enfin pour les centaines de fois où elle m'avait attiré des ennuis. Je ne fais que lui rendre l'appareil, me dis-je, pour me donner bonne conscience. J'égalise le score, c'est tout. Cette nuit-là, je me glissai en catimine dans l'escalier et pénétrai dans le bureau. Il était presque minuit. Je m'approchai de l'horloge et attendis. Encore 1 minute, 30 secondes, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le gong résonna. L'oiseau jaune bondit hors de sa cachette et je lui saisis au vol. Il fit un drôle de bruit comme si je l'étranglais. Argue! Je lui tordis la tête, de façon à ce qu'il regarde en arrière. Il avait vraiment l'air drôle, la tête à l'envers. Il finit tout de même ses 12 coucous et regagna sa petite maison. Je gloussais de satisfaction. Quand papa le verrait, il allait littéralement exploser de rage, et sa chère Tania comprendrait sa douleur, pour une fois. Elle saurait enfin ce qu'on ressent quand on se fait accuser et qu'on est innocent. Je regagnai ma chambre à pas de loup, ni vu ni entendu. Le crime était parfait. Ce soir-là, je m'endormis heureux, rien de tel que la vengeance pour vous rendre le sommeil. Je me réveillai tard le lendemain matin et bondis du lit. Il me tardait tellement de voir papa gronder Tania, pourvu qu'il ne l'ait pas déjà fait. Je me dépêchai de descendre et me précipitai vers le bureau. La porte était fermée. Je n'entendis aucun cri, aucun bruit, personne. Ouf, songeai-je, je n'ai rien manqué. Je fonçai à la cuisine car je mourais de faim. Maman, papa et Tania étaient à table et finissaient de prendre leur petit déjeuner. Dès qu'ils me virent, leurs visages s'éclairèrent. « Joyeux anniversaire !» s'écrièrent-ils en chœur. « Très drôle !» répliquai-je en ouvrant un placard. « Est-ce qu'il reste des cornflakes ?»« Des cornflakes ?» s'écria maman scandalisée. « Aujourd'hui, tu ne préférerais pas des crêpes ?»« Ben oui !» répliquai-je en me grattant la tête, perplexe. Maman se montrait bien gentille ce matin. D'habitude, quand je me réveille tard, elle veut que je prépare moi-même mon petit déjeuner. Pourquoi me proposait-elle des crêpes alors? Médusée, je la regardais préparer la pâte. Ne va surtout pas dans le garage, Michael, lança-t-elle d'un ton surexcité. Ça me rappelait vaguement quelque chose. Il y a un gros tas d'ordures, poursuivit maman. Ça ne sent vraiment pas bon et je ne voudrais pas que tu sois malade. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Je ne t'avais pas cru la première fois, tu sais. Fais ce que je te dis, mon poussin, ne va pas dans le garage. Elle était vraiment bizarre. Papa se leva et déclara d'un air enjoué. J'ai un tas de choses à faire, des choses très importantes, ajouta-t-il, mystérieux. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tous ce matin? Je me mis à table et décidai à prendre mon petit déjeuner tranquille. Ensuite, j'allai dans la salle à manger. Elle était décorée de guirlandes en papier crépon et l'une d'elles pendait vers le sol, déchirée. Étrange, vraiment étrange. Papa arriva dans la pièce, une boîte à outils à la main. En apercevant la guirlande déchirée, il posa son matériel par terre et la recolla de nouveau. « Pourquoi ne tient-elle pas, celle-là » grommela-t-il. Vaguement mal à l'aise, je m'avançai vers lui. « Papa, pourquoi mets-tu toutes ces guirlandes » Il me sourit, l'air tendre et indulgent. « Parce que c'est ton anniversaire, mon grand. Il faut décorer la salle à manger pour ta fête, tout à l'heure. Tu dois être impatient de voir ton cadeau, non ?» Je le dévisagea avec stupeur. Bon sang, que se passait-il ici? Papa appela maman et tous deux m'entraînèrent vers le garage. Tania nous suivait, exactement comme s'ils allaient me donner mon cadeau d'anniversaire. Le cœur battant, je regardais papa ouvrir la porte du garage. Mon vélo était là, noir, flambant neuf, mais sans aucune éraflure cette fois. Je comprenais enfin. Ils avaient trouvé le moyen de faire disparaître l'éraflure. Ou bien ils avaient échangé le vélo abîmé contre un neuf. « Il te plaît ?» demanda maman. « Tu parles, il est génial. »« Super chouette, » murmura Tania. « Maman, je veux exactement le même pour mon anniversaire. »«
Aussitôt, elle bondit sur la selle, entraînant la bicyclette dans sa chute. Papa se pencha pour la ramasser, et lorsqu'il la releva, il y avait une longue éraflure sur le cadre. « Tania, tu t'es fait mal ?» s'écria maman. Je n'arrivais pas à y croire. C'était un vrai cauchemar. Tout recommençait exactement comme le jour de mon anniversaire. Je devais rêver. « Qu'y a-t-il, Michael ?» demanda papa. « Ton vélo ne te plaît pas ?» Que pouvais-je répondre? La tête me tournait et j'avais la nausée. Je ne comprenais plus rien à rien. À moins que... Soudain, j'entrevis la solution. C'était à cause de mon vœu, celui que j'avais fait le nez dans mon gâteau après le croche-pied de la sale môme. Recommencer mon anniversaire. Mon vœu, il s'était réalisé. C'était sans sas. Super chouette. Rentrons, déclara maman. Tes invités ne vont pas tarder à arriver. Mes invités? À ce mot, ma joie s'éteignit aussitôt. Oh non, par pitié, je n'allais tout de même pas revivre cette horrible journée dans les moindres détails. Eh bien si, mes amis étaient tous venus, exactement comme la fois d'avant. J'avais entendu Tania dire « Hé, Mona, tu sais pas, Michael, il est amoureux de toi. » Vraiment? Demanda Mona, l'air surpris. Tu le savais déjà, Mona, pensai-je. Tania te l'a déjà dit il y a 5 jours. Tu te tenais exactement au même endroit et tu portais la même salopette rose. En attendant la réflexion de la sale môme, Mona, Hélène et Rosie éclatèrent de rire. Je paniquais. Ça ne peut pas continuer, gémis-je intérieurement. Maman entra, portant un plateau chargé de jus de fruits. Je l'interpellai. Maman, emmène Tania, je t'en supplie. Enferme-la dans sa chambre ou n'importe où. Pourquoi dis-tu ça, Michael? Ta sœur a envie de s'amuser, elle aussi. S'il te plaît, maman. Oh, Michael, sois gentil avec elle. Elle ne t'embêtera pas. C'est une toute petite fille. Maman quitta la pièce, m'abandonnant à Tania et à mes amis. Maman ne peut pas me sauver, me désespérai-je. Personne ne le peut d'ailleurs. Ensuite, je dus montrer mon vélo à mes copains. Comme prévu, Henri demanda. Et qu'est-ce que c'est cette éraflure? Et de retour dans le salon, je trouvais tous mes cadeaux ouverts, par Tania naturellement. Regarde ce que Mona t'a offert, Michael, s'écria-t-elle en me voyant arriver. Je sais, un CD avec des super chansons d'amour. Il paraît qu'il y a de très belles chansons d'amour dessus, répéta Tania d'un ton triomphant. Tout le monde éclata de rire. C'était aussi horrible que la première fois. Non, c'était pire, parce que je savais ce qui allait m'arriver et que je ne pouvais rien faire. Vraiment rien? Maman m'appela, interrompant mes pensées. Michael, viens dans la cuisine, il est temps d'apporter ton gâteau d'anniversaire. J'obtempérais tout en réfléchissant. Ça, c'est le test. Je porterai le gâteau, mais cette fois, je ne me casserai pas la figure. Je savais que Tania allait essayer de me faire trébucher. Eh bien, elle pouvait toujours attendre. Cette fois, je serais sur mes gardes. Car même si tout le monde se comportait comme la fois d'avant, je n'étais pas obligé, moi, de réagir exactement pareil. Une fois dans la cuisine, je contemplais le gâteau. Je savais que Tania se tenait derrière la porte de la salle à manger et qu'elle m'attendait pour me ridiculiser. Mais cette fois, elle n'y parviendrait pas. Un homme averti en vaut deux, non? Je pris le gâteau à 2 mains et me dirigeai avec précaution vers la salle à manger. Maman me suivait, exactement comme la dernière fois. Prudent, je m'arrêtai sur le seuil de la pièce et baissai les yeux. La voie était libre. Aucun pied tendu devant moi. J'avançai d'un pas. Jusque-là, tout allait bien. Encore un pas. J'étais dans la salle à manger à présent. Youpi, j'avais réussi. Enfin presque. Plus que 5 pas à faire pour arriver à la table. Et j'étais sauvé. J'avançais toujours. 2 pas. 3. Soudain, quelque chose m'attrapa le pied. Tania! Elle s'était cachée sous la table. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Tout sembla se dérouler au ralenti, comme dans un rêve. J'entendis un méchant ricanement et cette sale môme tira sur mon pied. Oh non, pensai-je, ça recommence. Je perdis l'équilibre et regardai derrière moi. Comme je m'y attendais, Tania était assise sous la table, souriant d'un air satisfait. J'avais envie de la tuer. Mais d'abord, il fallait que je tombe la tête la première dans mon gâteau. Vous parlez d'un destin. Le gâteau m'échappa des mains une nouvelle fois. Paf! Badaboum! Je m'abattis en plein dedans, comme prévu. Pendant que tout le monde éclatait de rire, je me redressais et m'essuyais les yeux. J'aurais mieux fait de m'abstenir, parce que maintenant, je voyais Mona, penchée sous la table, qui riait plus fort que tout le monde.
Décidément, la seconde fois était encore plus humiliante que la première. Je m'assis sur le sol, le visage couvert de chocolat, et je me reprochais. Comment ai-je pu être aussi bête? Comment n'ai-je pas pensé que Tania trouverait un autre moyen de me faire tomber? Et pourquoi a-t-il fallu que je fasse ce vœu idiot? Je ne ferai plus jamais de vœu. Plus jamais, jamais. Je parvins tout de même à survivre à la suite de la fête, et quand j'allais me coucher ce soir-là, j'étais sacrément soulagé. Au moins, c'était terminé. J'éteignis la lumière en soupirant et remontai les couvertures sous mon menton. C'est terminé, répétai-je. Je vais m'endormir, et demain matin, tout sera redevenu normal. Je fermai les yeux et sombrai dans le sommeil. Seulement, je ne cessais de rêver. Toute la nuit, je revis des scènes de cette horrible journée. La fête, cauchemar, devint un vrai cauchemar. Il y avait Tania, en train de dire à Mona que j'étais amoureux d'elle. Le visage de Mona se dressait, très grand dans mes rêves, et elle riait. Elle riait. Hélène et Rosie et les copains, tous me riaient à la figure, tandis que je trébuchais et tombais sur le gâteau encore et encore. Je me tournais et me retournais dans mon lit. Chaque rêve était plus épouvantable que le précédent. Bientôt, mes amis se mirent à ressembler à d'horribles monstres. Tania était le plus hideux d'entre eux. Ses traits se brouillaient et disparaissaient, tandis qu'elle riait et riait encore de moi. Enfin, je m'arrachai péniblement au monde du cauchemar et me redressai dans mon lit, en sueur. La chambre était encore sombre. Je jetai un coup d'œil au réveil. 3 heures du matin. Je n'arriverai pas à dormir, songeai-je, malheureux. Il faut que je parle à papa et maman de ce qui s'est passé. Peut-être pourront-ils m'aider. Je sortis du lit et me hâtai dans le couloir obscur vers leur chambre. Leur porte était entr'ouverte. Je la poussai. « Maman? Papa? Vous êtes réveillés ?» Papa roula sur le côté et grogna. « Hein ?» Je secouai maman par l'épaule. « Maman ?» Elle bougea à peine. « Qu'y a-t-il, Michael ?» murmura-t-elle en se redressant enfin pour regarder son radio-réveil. Dans le rayonnement bleu du réveil, je la vis plisser les yeux pour essayer de lire l'heure. « Il est 3 heures du matin !» s'exclama-t-elle. Papa poussa un grognement et se redressa à son tour. « Hein? Quoi? » « Maman, il faut que tu m'écoutes, chuchotai-je. Quelque chose d'horrible s'est passé aujourd'hui. Tu n'as rien remarqué? Michael, qu'est-ce que... Voilà, expliquai-je. Tania a gâché mon anniversaire et j'avais fait le vœu de pouvoir le recommencer. Je voulais que ça se passe mieux, tu comprends, mais je ne pensais pas que je serais exaucé. Et puis aujourd'hui, mon anniversaire a recommencé. Tout s'est déroulé exactement pareil. C'était horrible. Papa se frotta les yeux. C'est toi, Michael? Maman lui tapota l'épaule. Rendors-toi, chérie, Michael a fait un mauvais rêve. Mais non, maman, ce n'était pas un rêve, c'était vrai. Mon anniversaire est arrivé 2 fois. Tu étais là les 2 fois aussi. Tu ne comprends donc pas? Écoute, Michael, s'impatienta maman. Je sais qu'il te tarde que ce soit ton anniversaire, mais tu n'as plus que 2 jours à attendre. Seulement 2 jours, d'accord? Maintenant retourne te coucher et tâche de dormir. Elle m'embrassa et me souhaita bonne nuit en me répétant. Plus que 2 jours, Michael. Fais de beaux rêves. Je regagnai mon lit, chancelant. La tête me tournait. Comment ça 2 jours avant mon anniversaire? Ne venais-je pas de le revivre, justement? J'allumai ma lampe de chevet et regardai la date sur ma montre. 3 février. Or, mon anniversaire tombait le 5 février, dans 2 jours. Était-ce possible? Je remontais encore dans le passé? Non, pensai-je, je dois devenir fou. Je secouai violemment la tête et me giflai plusieurs fois, histoire de revenir à la réalité. Remonter dans le passé. Ha ha! Ça me faisait bien rire. C'était impossible. Tout simplement impossible. Reprends-toi, Michael, m'ordonnai-je. Tout ce que j'avais fait, c'était souhaiter recommencer mon anniversaire. Mais juste une fois, pas le restant de ma vie. Qui pourrait bien être assez crétin pour vouloir fêter sans arrêt son 12e anniversaire? De plus, ce n'était pas logique, parce que, en admettant que mon tout petit souhait fût exaucé, pourquoi étais-je revenu 2 jours avant mon anniversaire? Pourquoi pas simplement la veille? À moins que je ne remonte vraiment le temps en arrière. Dans ce cas, cela n'a rien à voir avec mon vœu. Mais alors, que m'arrivait-il? Je me creusais la cervelle. Voyons un peu. J'avais tordu la tête du coucou pour qu'elle soit à l'envers. Ensuite, j'étais allé me coucher, et quand je m'étais réveillé, j'étais déjà revenu dans le passé. Avais-je moi-même changé le cours du temps? Et si l'horloge de papa était vraiment magique? Je n'aurais pas dû tordre la tête de cet oiseau de malheur. Je me rendais compte que je ne pouvais rien contre Tania. Le seul fait d'essayer de lui attirer des ennuis se retournait toujours contre moi. Et cette fois,
de la façon la plus horrible qui soit. Je frissonnais et me secouais. Allons, si c'était ça, il était facile d'y remédier après tout. Il suffisait d'aller en bas et de tourner la tête du coucou dans le bon sens. Je sortis de ma chambre sur la pointe des pieds et descendis l'escalier. Mes parents s'étaient probablement rendormis, mais je ne voulais prendre aucun risque. Pas question que papa m'attrape en train de trafiquer sa précieuse horloge. Au bas des marches, je sentis soudain le sol froid de l'entrée sous mes pieds. Plus que quelques pas, et je me glissai dans le bureau, puis allumai la lumière. Horreur! L'horloge avait disparu. « Oh non !» m'écriai-je. Avait-on volé l'horloge? C'était une catastrophe. Sans elle, comment parviendrais-je à tout arranger? Comment pourrais-je remettre la tête de l'oiseau dans le bon sens et reprendre ma vie normalement? Je remontai les marches de l'escalier 4 à 4. Je me moquais bien de savoir qui j'allais réveiller à présent. « Maman! Papa !» criai-je en entrant en trombe dans leur chambre. Je secouai de nouveau maman par l'épaule. « Qu'y a-t-il, Michael » marmonna-t-elle, furieuse. « Nous aimerions bien dormir un peu. » Je me fichais pas mal de sa colère. Ce que je vivais était bien plus grave. « L'horloge, elle a disparu. » Papa roula sur le côté. « Hein? Quoi? » « Michael, tu as fait un autre cauchemar, m'assura maman. « Mais ce n'est pas un cauchemar, maman, c'est la vérité. Descends, tu verras toi-même, il n'y a plus d'horloge dans le bureau. »« Écoute, Michael, c'était un rêve, tu entends ?» répliqua maman d'une voix ferme. « Nous n'avons pas d'horloge dans le bureau. Nous n'en avons jamais eu. » Je chancelai comme si j'allais tomber en arrière. C'était seulement un mauvais rêve, poursuivit-elle, en étouffant un bâillement. « Mais papa l'a acheté !» Je me tus, frappé par une idée subite. Je comprenais à présent. Nous étions le 3 février, soit 2 jours avant mon anniversaire, et 5 jours avant que papa achète l'horloge. La voilà l'explication. J'avais envie de vomir. « Tu ne te sens pas bien ?» demanda soudain maman, en se redressant pour poser le dos de sa main sur mon front. « Tu es un peu chaud, » ajouta-t-elle en se radoucissant, maintenant qu'elle me croyait malade. « Allez, viens te coucher, je suis sûre que tu as de la fièvre. C'est pour cela que tu fais tous ces cauchemars. » Papa grogna de nouveau. « Quoi? Malade? Il a de la conversation la nuit, vous ne trouvez pas? »« Je m'en occupe, Julian, » chuchota maman. « Rendors-toi. » Elle me ramena dans ma chambre, me tenant par la main, comme si j'étais vraiment malade, et j'aurais préféré ça. Malheureusement, la vérité était pire. Non seulement j'avais fait remonter le temps, mais l'horloge avait disparu. Comment allais-je me sortir de ce pétrin à présent? Lorsque je descendis à la cuisine le lendemain matin, maman, papa et Tania avaient déjà pris leur petit déjeuner. « Dépêche-toi, Michael, dit papa. Tu vas être en retard à l'école. » Ça, c'était bien le cadet de mes soucis dans ma situation. « Papa, assieds-toi une seconde, suppliai-je. S'il te plaît, c'est important. » Il s'assit, l'air impatient, au bord d'une chaise. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous écoutes, maman? »« Bien sûr, mon chéri. » Elle rangea le lait dans le réfrigérateur et essuya le comptoir de la cuisine. « Je sais que ça va vous sembler bizarre, déclarai-je, mais je ne plaisante pas. » Je m'interrompis un instant. Je voyais bien que papa s'attendait à ce que je raconte quelque chose de complètement farfelu. Il n'a pas été déçu. « Voilà, repris-je d'une voix tremblante. On est en train de remonter le temps. Tous les matins, je me réveille et c'est toujours la veille du jour d'avant. » Papa baissa la tête, accablé. « Michael, tu as une imagination merveilleuse, mais je vais vraiment être en retard au bureau. Si nous parlions de tout ça quand je rentrerai ce soir. D'ailleurs, pourquoi n'écris-tu pas ce que tu voulais me dire dans un cahier? Tu sais que j'adore les histoires de science-fiction. »« Mais papa, est-ce que quelqu'un a pensé à donner à manger au chat ?» demanda maman. « Oui, moi, s'écria Tania. Et pourtant c'était à Michael de le faire. »« Merci, ma chérie, dit maman. Il est temps de partir à présent. Allez, oust, tout le monde dehors. » J'eus à peine le temps d'attraper une tartine avant que maman nous pousse tous dans l'entrée. « Ils sont trop occupés pour essayer de comprendre maintenant, me rassurai-je en me dépêchant de gagner l'école. Il faut dire que c'est plutôt extraordinaire. Ce soir au dîner, j'aurai plus de temps pour leur expliquer. » Pendant les cours, j'eus le loisir de réfléchir à mon problème. J'avais déjà vécu cette journée, j'avais déjà fait le travail, écouté les leçons et avalé l'infâme déjeuner de la cantine. Ainsi, lorsque mon professeur de maths, M. Parker, tourna le dos à la classe, je savais ce qui allait se passer. Je le prédis à la seconde près. Voilà, Kevin Flowers jetait sa gomme en visant le professeur et le frappait en plein sur l'arrière de son pantalon noir. Bing! M. Parker va se retourner, me dis-je sans perdre une miette de la scène, et il va crier après Kevin.
Kevin Flowers, au bureau du proviseur et tout de suite, hurla-t-il. Parfait. À présent, Kevin va se mettre à brailler comme un âne. Pourquoi m'accusez-vous beugla celui-ci. Vous ne m'avez même pas vu. Le reste de la scène se déroula comme dans mes souvenirs. C'était affligeant. M. Parker ne se laissa pas impressionner et il lui répéta d'aller au bureau du proviseur. Kevin renversa une chaise d'un coup de pied et jeta ses livres à travers la pièce. Plus ennuyeux que ça, tu meurs. En rentrant à la maison, je trouvais Tania dans le bureau en train de torturer Booba. La sonnette de la porte d'entrée retentit et je frissonnais d'horreur. Oh non! J'avais oublié Mona, Hélène, Rosie et cette grenouille idiote. Les filles allaient encore me voir dans mes sous-vêtements. Non, je ne veux pas que ça recommence. Mais mes pieds me conduisirent malgré moi à l'étage. Je marchais vers ma chambre comme un automate. C'était affreux. Pourquoi est-ce que je fais ça? Me demandai-je. Je me revoyais en train de sortir mon costume de grenouille de l'armoire. Je savais que la fermeture éclair serait coincée, que Tania ouvrirait la porte et que les filles s'esclafferaient en me surprenant slépé en maillot de corps. Il y aurait de quoi, évidemment. Mona surtout rirait comme une folle, et j'aurais envie de disparaître sous terre. Oui, je savais que tout cela arriverait. Alors pourquoi continuais-je à monter les marches? Ne pouvais-je donc pas m'arrêter? Ne va pas dans ta chambre, me répétai-je. Tu n'es pas obligé de faire ça. Arrête. Dans un suprême effort de volonté, je me forçai à me retourner, à revenir dans l'escalier et à m'asseoir sur la marche du haut. En bas, Tania alla ouvrir la porte et les filles apparurent dans l'entrée. Ça va, pensai-je. J'ai la situation en main. Déjà les choses se passaient différemment. Où est ton costume, Michael? Demanda Mona. Je voudrais voir de quoi il a l'air. Non, dis-je en me recroquevillant un peu sur moi-même. Il n'est vraiment pas beau, tu sais. Je ne voudrais pas vous faire peur. Ne sois pas idiot, répliqua Hélène. Pourquoi aurions-nous peur d'un stupide déguisement de grenouille? Je ne veux pas voir le costume pour la première fois lorsqu'on sera sur scène. J'ai besoin de m'y préparer. Il faut que tu le mettes, insista Mona. Allez, Michael, intervint Tania. Montre-leur ton déguisement, je veux le voir, moi aussi. Je la regardais d'un sale œil. Je savais très bien ce qu'elle mijotait, cette pain-bêche. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Insista Mona. Je ne peux pas, c'est tout. Il est timide, s'exclama Rosie. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que ça me tient chaud et... Mona se pencha tout contre moi. Elle sentait bon, quelque chose de parfumé à la fraise. Ça devait être son shampoing. Allons, Michael, même pas pour moi? Non. Elle tapa du pied. Je ne répéterai pas nos scènes tant que tu n'auras pas mis ton déguisement. Je soupirai. Mona ne me laisserait pas tranquille tant que je n'aurais pas enfilé ce maudit costume de grenouille. Mieux valait céder et en finir. D'accord. Hurrah! S'écria Tania. Je la regardai de nouveau d'un sale œil. Quelle teigne! Elle voulait vraiment se payer ma tête. Très bien, décidai-je. Je suis peut-être obligé de mettre ce déguisement, mais pas de me montrer en sous-vêtements. Je peux encore empêcher cela. Je me traînai jusqu'à ma chambre, mais cette fois, je fermai la porte à clé. Et toc! Essaye un peu d'être plus maligne que Michael Webster. J'enlevai mon jean et ma chemise, puis, à contre-cœur, je sortis le costume de grenouille du placard et tirai sur la fermeture éclair. Elle était coincée exactement comme la première fois. Aucun problème, me dis-je, la porte est fermée à clé et personne ne peut rentrer. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grand. Je me changeai en statue de sel, tandis que Mona, Rosie et Hélène me regardaient fixement. Puis elles poussèrent des cris et se mirent à rire. « Tania !» criai-je, la porte était fermée à clé. « Bah non, le verrou est cassé. »« Mais papa l'a réparé, il l'a fait quand... » J'essayais de me souvenir. Quand était-il venu ici avec ses outils? Ah oui, c'était après le cauchemar des sous-vêtements, le jour de mon anniversaire. Donc, compte tenu du temps que j'avais remonté, il n'avait pas encore pu arranger mon verrou. Comment parviendrais-je à me rappeler de tout? Étais-je condamné à reculer de plus en plus dans le passé, tout en connaissant l'avenir? Quel destin effroyable! Je n'avais plus aucun moyen d'arrêter cette mécanique infernale. Je me mis à trembler. Où cela finirait-il? Je n'en avais aucune idée. Par contre, j'avais de plus en plus peur, à chaque seconde qui s'écoulait. Je pus à peine toucher à mon dîner ce soir-là. Non seulement je manquais d'appétit, mais j'avais déjà pris ce repas auparavant, et je ne l'avais pas aimé. Ils dînaient tous les trois, tranquillement comme si de rien n'était, répétant les mêmes choses, de quoi devenir dingue. Maman et papa doivent pourtant bien remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre. Alors pourquoi ne disent-ils rien? Pourquoi font-ils semblant? J'attendis que papa eût fini de nous raconter sa journée de travail pour ramener la conversation sur le sujet qui me préoccupait.
Je décidai d'y aller doucement, cette fois. Maman, papa, ce dîner ne vous semble pas un peu familier? En effet, répliqua papa, il me rappelle cet horrible déjeuner au restaurant végétarien le mois dernier. Maman lui jeta un coup d'œil furieux, puis se tourna vers moi. Qu'essaies-tu de nous dire, Michael? Demanda-t-elle d'une voix glaciale. Que tu en as assez de manger de la nourriture saine? Moi oui, déclara papa. Et moi aussi, renchérit Tania. Non, pas du tout, répliquai-je. Vous ne comprenez pas, je ne veux pas dire que nous avons déjà mangé la même chose. Je veux dire que nous avons déjà pris ce même repas. Nous le mangeons pour la seconde fois. Papa fronça les sourcils. Pas de théorie bizarre à table, s'il te plaît, Michael. Il ne comprenait rien à rien. Je décidai d'employer les grands moyens. Il ne s'agit pas seulement de ce dîner, ça a été pareil toute la journée. Vous n'avez pas remarqué? Nous recommençons tout, absolument tout. Nous remontons dans le passé. Oh, la ferme, Michael, lança Tania, excédée. Tu nous barbes à la fin. On ne peut pas parler d'autre chose? Tania, s'exclama maman sur un ton de reproche. Ne dis pas la ferme. Et toi, Michael, tu as encore lu tes horribles bandes dessinées de science-fiction, n'est-ce pas? Je devins rouge de frustration. Mais bon sang, ouvrez les yeux. Demain ce sera hier, et dans 2 jours ce sera la veille. Tout marche à l'envers. Maman et papa échangèrent un regard entendu, comme s'ils partageaient un secret. Ils savent quelque chose, mais ils ont peur de me le dire. Maman me regarda d'un air très sérieux. Très bien, Michael, nous ferions aussi bien de tout avouer. Nous avons fait un bond dans le passé. Nous sommes pris dans une tempête extratemporelle, à effet rétroactif accéléré, et il n'y a rien à faire. Maman repoussa sa chaise et marcha à reculons vers la cuisinière. Puis elle prit du riz dans son assiette pour le mettre dans la casserole. « Yarzik et sulp wepnu » demanda-t-elle à papa. Je tressaillis. Avais-je bien entendu? Tialp et lit yup, répondit-il. Iswa yom, renchérit Tania. Ma sœur recracha très élégamment un peu de riz sur sa fourchette et le lâcha dans son assiette. Je la regardais faire, les yeux écarquillés de surprise. Elle mangeait à l'envers. Papa se leva et se dirigea vers maman à reculons. Puis Tania sautilla en arrière autour de la table. Ma parole, tous parlaient et se déplaçaient à l'envers. Nous étions vraiment pris dans une tempête extratemporelle. « Ah !» m'écriai-je soulagé. « C'est donc vrai. Pourquoi ne parlais-je pas à l'envers, moi aussi ?»« Niterk er viop » s'écria Tania d'un air méprisant. Elle éclata de rire la première, puis ce fut le tour de maman, et ensuite celui de papa. Mortifié, je finis par comprendre. Il plaisantait. « Vous êtes horribles !» m'exclamai-je, indigné. Ça les fit rire encore plus fort. Je me demandais quand tu t'en rendrais compte, lança Tania d'un ton supérieur. Sur ce, ils se rassirent à table, contents de leur bonne blague. Maman ne pouvait s'empêcher de sourire. « Désolé, Michael, nous ne voulions pas nous moquer de toi. »« Mais si, » répliqua Tania. Je les dévisageais avec horreur. Il m'arrivait une chose épouvantable et ma famille trouvait ça très drôle. Étaient-ils tous devenus fous? « Michael, as-tu déjà entendu parler du phénomène de déjà-vu » demanda papa. Je fis non de la tête, accablé. C'est lorsque tu as soudain l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose. Tout le monde ressent ça de temps en temps. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu es sans doute un peu nerveux ces temps-ci, ajouta maman, avec ta fête d'anniversaire qui arrive. Tu vas avoir 12 ans. Non, ce n'est pas ça. Michael, attends un peu de voir ton cadeau d'anniversaire, s'écria papa. Tu vas avoir une grosse surprise. Tu parles d'une surprise, m'attristai-je. Vous m'avez déjà donné le même cadeau 2 fois. J'en ai par-dessus la tête de faire semblant de découvrir ce vélo à la noix. Maman, Michael a encore mis ses petits pois dans sa serviette, moucharda la sale môme, qui ne ratait jamais une belle occasion. Furieux, j'écrasai les petits pois et lui lançai la serviette à la figure. Si seulement une tempête temporelle pouvait l'emporter pour de bon, celle-là. Quand je me rendis à l'école le lendemain matin, je n'étais pas très sûr de la date. Cela devenait vraiment difficile de s'y retrouver. Les cours, le déjeuner, les choses que mes amis disaient, tout cela me semblait familier. Mais, comme il ne se passait rien de spécial, cela aurait pu être n'importe quel jour de l'année. Je jouais au basket après l'école ce jour-là, comme d'habitude. Mais j'avais une drôle d'impression. Une mauvaise impression, plus précisément. Je me rappelais avoir déjà joué dans ce match, et ça s'était mal fini. Mais comment? Ça, je ne m'en souvenais plus. Je continuais donc à jouer, attendant de voir ce qui se passerait. Mon équipe gagna, et, au moment de récupérer nos sacs à dos, Kevin Flowers se mit à hurler. « Où est ma casquette des Blue Devils ?» Oh oh, je me rappelais à présent. C'était ce match de basket-là.
Comment avais-je pu oublier cette bonne vieille Tania? Elle avait recommencé. Que personne ne sorte tant que je n'ai pas retrouvé ma casquette, cria Kevin. Je fermai les yeux et lui tendis immédiatement mon sac à dos. Je savais ce qui allait arriver. Alors autant finir. Je vais vous dire, ça fait très mal d'être réduit en bouillie par Kevin Flowers. Mais au moins, dans ma situation, il y avait un avantage. C'était que la douleur ne durerait pas. Le lendemain matin, quand je me réveillerais, ce serait fini. En effet, la souffrance, les croûtes, les bleus, tout était parti. Aujourd'hui, ce doit être avant que Kevin me flanque une raclée, pensai-je. J'espère que je ne vais pas revivre ça une troisième fois. D'ailleurs, en quoi consisterait aujourd'hui? Tout en me rendant à l'école, je cherchais des indices. J'essayais de me rappeler ce qui m'était arrivé 1 ou 2 jours avant que Kevin me tombe dessus à bras raccourcis. Était-ce le jour de contrôle de maths? J'espérais que non, mais au moins ce serait plus facile cette fois. Je pourrais même essayer de me souvenir des problèmes et regarder les réponses avant le contrôle. J'étais un peu en retard. Cela veut-il dire quelque chose, me demandai-je. Vais-je avoir des ennuis? Mon professeur principal, Madame Jacobson, avait fermé la porte de la salle de classe. Je l'ouvris lentement et passai la tête dans l'entrebâillement. Tout le monde était déjà là. Madame Jacobson ne leva même pas la tête lorsque j'entrai. Je ne suis peut-être pas si en retard que ça, songeai-je. Je n'aurai peut-être pas d'ennui après tout. Je me dirigeai vers le fond de la classe, vers ma place habituelle. Comme je passais devant une rangée de bureaux, je jetai un coup d'œil aux autres gosses. « Qui est-ce » me demandai-je en remarquant un élève blond et joufflu que je n'avais jamais vu auparavant. Puis mon regard se posa sur une jolie fille portant 3 boucles argentées dans le lobe de l'oreille. Je ne l'avais jamais vue avant non plus. Soudain, j'examinai les autres visages. « Que se passe-t-il » me demandai-je en sentant la panique me serrer la gorge. « Je ne connais aucun de ces élèves. Où est ma classe ?» Madame Jacobson finit par se tourner et me regarder fixement. « Hé !» cria le blond, « qu'est-ce qu'un élève de CE2 vient faire ici ?» Tout le monde éclata de rire, sauf moi. « Un élève de CE2 ? De qui parlait-il ? Je ne voyais personne de CE2 ici. »« Tu n'es pas dans la bonne classe, jeune homme, » me dit Madame Jacobson avant d'ouvrir la porte pour m'inviter à sortir. « Je crois que la tienne est en bas, au second étage. »« Merci. » J'ignorais de quoi elle parlait, mais je décidai de ne pas la contrarier. Elle referma la porte derrière moi. Ensuite, j'entendis les élèves rire dans la classe et je me dépêchai de gagner les toilettes des garçons au bout du couloir. J'avais besoin de m'asperger le visage avec de l'eau froide. En tournant le robinet, je jetai un coup d'œil au miroir, machinalement. Bizarre, il semblait un peu plus haut que d'habitude. Je me lavai les mains et me mouillai la figure. Le lavabo aussi paraissait plus haut. De plus en plus étrange. Me serais-je trompé d'école? Je regardai de nouveau dans le miroir et j'eus le choc de ma vie. C'était moi, ce gosse-là? J'avais l'air tellement jeune. Je glissai la main dans mes cheveux bruns, coupés en brosse. Cette coupe idiote que j'avais tout le temps de mon CE2. Justement. Non, ce n'est pas possible, pensai-je consterné. Je suis revenu en CE2. J'ai mes cheveux de CE2, mes vêtements de CE2, mon corps de CE2. Et pourtant, j'ai gardé mon cerveau de 5e. Enfin, du moins, je l'espère. Abasourdi, je me livrai à un rapide calcul mental. Ça voulait dire que j'étais revenu 4 ans en arrière, en une seule nuit. Je me mis à trembler de tout mon corps et m'agrippai au lavabo pour ne pas tomber. J'étais complètement paralysé de peur. Je remontais le temps de plus en plus vite. Quel âge aurais-je quand je me réveillerais demain? Et dire que je n'avais toujours pas trouvé le moyen d'arrêter ce processus. Je fermai le robinet et m'essuyai le visage avec une serviette en papier. Que faire? J'avais tellement peur que je ne parvenais plus à penser. Pour l'instant, je décidai de gagner ma salle de classe. Je jetai d'abord un coup d'œil par la vitre de la porte avant d'entrer. Madame Harris, ma vieille maîtresse de CE2, trônait sur l'estrade. J'aurais reconnu ce casque de cheveux argent n'importe où. Et je sus, dès que je la vis, que j'étais vraiment revenu 4 ans en arrière. Parce que la vieille Madame Harris n'aurait pas dû être à l'école aujourd'hui. Elle avait pris sa retraite 2 ans auparavant, quand j'étais en CM2. Vous me suivez? J'ouvris la porte et pénétrai dans la salle de classe comme un automate. Madame Harris ne broncha même pas. « Assieds-toi, Michael, ordonna-t-elle, sans même mentionner que j'étais en retard. Elle m'avait toujours eu à la bonne. C'était déjà une consolation. Je regardais les autres gosses de la classe. Henri, Josh, Hélène et Mona, tout le monde était là. Mona avait 2 belles nattes sombres et brillantes. Hélène, elle, arborait une sorte de queue de cheval ringarde sur le côté. « Tiens, Josh n'avait pas encore de boutons sur le front, remarquai-je. Et Henri avait un autocollant ridicule sur le dos de la main. En tout cas, c'était bien ma classe, il n'y avait aucun doute possible.
Je m'assis dans le fond, à mon vieux bureau à côté d'Henri. Je lui jetai un bref coup d'œil. Burk, il se curait le nez. Dégoûtant, j'avais oublié ce côté-là du CE2. Michael, nous sommes à la page 33 du livre de lecture, m'informa madame Harris. Je glissai la main dans le bureau et trouvai le livre de lecture. Je l'ouvris docilement à la page 33. Voici les mots que vous devez apprendre pour la dictée de demain, continua la maîtresse en écrivant les mots au tableau. Goût, sens, grand-mère, facile, bonheur. Eh, chuchota Henri, ils sont vachement difficiles ces mots. Tu as vu combien il y a de lettres dans grand-mère? Je ne savais pas quoi lui dire. Lors de ma dernière dictée, quand j'étais encore en 5e, il avait fallu que j'écrive psychologie. Grand-mère ne représentait plus un grand défi pour moi. Je m'ennuyais ferme tout le reste de la journée. J'avais toujours souhaité que l'école soit plus facile, mais pas à ce point. Tout était tellement enfantin. Le déjeuner fut épouvantable, dans le genre crétin. Au moment du dessert, Josh mâchouilla une banane et me tira la langue. Quant à Henri, il se barbouilla le visage de gâteau au chocolat. Et c'étaient mes meilleurs copains. Une fois cette éprouvante journée d'école terminée, je traînais mon petit corps d'élève de CE2 jusqu'à la maison. Mon moral était au plus bas, mais ça n'allait pas s'arranger. Quand j'ouvris la porte d'entrée, j'entendis un horrible miaulement. Une seconde plus tard, Bouba, un petit chaton à présent, puisque nous étions il y a 4 ans, passa devant moi à toute allure et sortit de la maison. Tania arriva aussitôt à sa poursuite sur ses petites jambes vacillantes. « Laisse le chat tranquille » m'écriai-je sur un ton de reproche. « Toi, t'es bête !» Encore une réflexion profonde. Je la regardais fixement. Elle avait 3 ans maintenant. J'essayais de me souvenir. Est-ce que je l'aimais mieux quand elle avait 3 ans? « Porte-moi sur ton dos » ordonna-t-elle en tirant sur mon cartable. « Lâche-moi » Mon sac à dos tomba par terre et je me penchai pour le ramasser. Sans perdre un instant, elle me prit les cheveux à pleine main et tira un grand coup. « Aïe !» Elle rit à perte haleine. « Ça fait mal !» criai-je en le repoussant, juste au moment où maman entrait dans le vestibule. Elle se précipita vers Tania. « Michael, ne pousse pas ta sœur, elle est trop petite, tu la ferais tomber. » Je ne répondis pas et fonçai me réfugier dans ma chambre. Tania avait toujours été une sale gosse. Elle était née comme ça, et elle le resterait toute sa vie. Je le savais. Même quand je serais vieux, elle s'arrangerait pour me rendre la vie impossible. À condition que nous devenions vieux un jour, évidemment. Mais au rythme où allaient les choses, nous n'arriverions même pas à l'âge adulte. Que faire maintenant que j'avais rajeuni de 4 ans? À cette vitesse-là, j'allais redevenir bébé à la fin de la semaine. Et après, un frisson glacé me parcourut le dos. Oui, et après? Est-ce que j'allais disparaître complètement? Pendant le week-end, peut-être. Je me réveillai en sursaut, paniqué. Quel jour étions-nous? Quelle année? Je me levai, non sans difficulté, comme si le lit était plus haut qu'auparavant. Sans plus réfléchir à cette nouveauté, je traversai le couloir pour gagner la salle de bain. Là, je me regardai dans le miroir. Quel âge pouvais-je bien avoir à présent? J'étais plus jeune que la veille, c'était évident. Mais de combien? 3 mois? 6? Davantage? Je retournai dans ma chambre et commençai à m'habiller. Maman m'avait laissé mes vêtements pour la journée sur une chaise. Un jean avec une silhouette de cow-boy brodée sur la poche revolver. Ah oui, je me rappelais. C'était le jean de cow-boy que je mettais en CE1. Donc je devais avoir 7 ans. 1 an de moins que la veille. J'enfilai le pantalon en maugréant. Dire qu'il me fallait encore porter ce jean ridicule. Puis je dépliai la chemise que maman avait choisie pour moi. Mon cœur se serra aussitôt. Une chemise de cow-boy, avec des franges et tout le bazar. Ça devenait vraiment gênant. Comment avais-je pu laisser maman m'affubler d'horreur pareille? Mais au fond de moi, je savais que j'avais aimé ces vêtements autrefois. J'avais même sûrement voulu que maman me les achète. Comment avais-je pu être aussi stupide? Quand je descendis au rez-de-chaussée, Tania était encore en pyjama en train de regarder des dessins animés à la télévision. Elle avait 2 ans maintenant. En me voyant traverser le salon, elle me tendit les bras. « Bisous, bisous !» Elle voulait m'embrasser. Voilà qui ne lui ressemblait guère. Mais peut-être qu'à 2 ans, Tania était encore douce et innocente. « Bisous, bisous !» répéta-t-elle d'un ton suppliant. « Embrasse ta petite sœur !» s'écria maman depuis la cuisine. « Tu es son grand frère, Michael. Elle a besoin de toi. »« D'accord, soupirai-je. » Je me penchai pour embrasser Tania sur la joue et elle m'enfonça son index potelé dans l'œil.
Aïe! Elle éclata de rire. Toujours la même, décidément, pensai-je, en me dirigeant vers la cuisine, une main sur mon œil douloureux. Plus je remonte le temps, et moins il y a d'espoir. Cette fois, à l'école, je savais dans quelle salle de classe aller. Je retrouvais mes amis encore plus jeunes que la veille. J'avais oublié à quel point ils avaient l'air crétins à cet âge-là. J'avais dû subir une autre journée de leçons que je savais déjà. Faire une soustraction, apprendre à lire des livres en très gros caractères, écrire le L majuscule. Archi nul, quoi. Mais au moins cela me laissait du temps pour réfléchir, pour trouver une solution à mon problème. Soudain, je me souvins que papa nous avait dit avoir voulu acheter l'horloge depuis 15 ans. 15 ans! Là voilà la réponse. L'horloge devait se trouver dans le magasin d'antiquités. Il fallait donc que j'y aille, de toute urgence. Il me tardait maintenant que l'école soit terminée, afin de remettre la tête du coucou à l'endroit, pour que le temps avance normalement. Ensuite, je m'occuperai du cadran des années et je replacerai l'aiguille sur 1997. Ça allait s'arranger. Mais 12 ans me manquaient. À 7 ans, on ne peut rien faire seul. Il y a toujours quelqu'un en train de vous surveiller. À la sortie des classes, je fis mine de marcher en direction de chez moi. J'allais au bout du pâté de maison, histoire de tromper la vigilance du policier chargé de faire traverser la rue aux enfants. Je savais qu'il me regardait. Au deuxième pâté de maison, je fonçais vers l'arrêt du bus, pourvu que le policier ne m'ait pas vu. Je me cachais derrière un arbre. Quelques minutes plus tard, un bus s'arrêta. Les portes s'ouvrirent en sifflant et je montai les marches. Gagné, pensai-je. Enfin, pas tout à fait. Le chauffeur me regardait bizarrement. « Tu n'es pas un peu jeune pour prendre le bus tout seul ? Occupez-vous de vos oignons. » Il eut l'air surpris. Aussi m'empressai-je d'ajouter « Je vais voir papa à son bureau. Maman m'a donné la permission. » Il approuva d'un signe de tête et referma les portes. Cette fois, le bus s'ébranla. Je tendis 3 pièces de 25 cents au chauffeur, mais il m'en rendit une. « Reprends ça, mon gars, la place ne coûte que 50 cents. » Ah, oui, merci. J'avais oublié. Ils avaient augmenté le prix des tickets de bus quand j'avais 11 ans. Alors, quand j'en avais 7, je remis la pièce dans ma poche. Le bus repartit vers le centre-ville. Cette fois, j'étais sur la bonne voie. Je me souvenais d'avoir entendu papa dire qu'au fourbi d'Antony se trouvait en face de son bureau. Je descendis donc au coin de la rue où papa travaille. J'espérais ne pas le croiser. Je risquais gros. Je n'avais pas la permission de prendre le bus tout seul à 7 ans. Je me dépêchais donc de passer devant l'immeuble où il travaille et traversais la rue. Il y avait un chantier au carrefour suivant, ou plutôt un tas de briques et de gravats. Un peu plus loin, je vis une enseigne noire peinte en lettres d'or, avec marqué dessus « Au fourbi d'Antony ». Mon cœur se mit à battre, j'y étais presque. Bientôt, ce cauchemar serait fini. Je rentrerais dans le magasin, puis, quand personne ne me regarderait, je remettrais la tête du coucou à l'endroit et replacerais l'aiguille des années sur 1997. Quel bonheur! Je ne me réveillerais plus en sueur, sans savoir quel âge j'ai. Ma vie redeviendrait normale. Ce sera tellement facile, même Tania me semblera supportable. J'arrivai devant la grande vitrine de la boutique. L'horloge était là, en plein milieu. J'étais tellement nerveux que j'en avais les mains moites. Je me hâtai vers la porte d'entrée et tournai la poignée. La porte ne bougea pas. Je tournai plus fort. Rien. La porte était fermée à clé. Ce fut seulement à ce moment-là que je remarquai l'affiche collée dans le coin inférieur de la porte. Fermée pour congé. Je poussai un hurlement de frustration. « Non !» criai-je, tandis que les larmes jaillissaient de mes yeux. « Non, pas maintenant !» Je donnai un coup de tête contre la porte. C'était insupportable. Comment pouvais-je avoir autant de malchance? Et combien de temps Antony resterait-il en congé? Lorsqu'il reviendrait, je serais peut-être redevenu bébé. Je serrai les dents. Pas question que cela m'arrive. Absolument pas. Il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Je pressai le nez contre la vitrine. L'horloge était là, à moins d'1 mètre, et je ne pouvais pas m'en approcher à cause de cette maudite vitre. Mais une vitre, ça se casse, non? Normalement, je ne pense jamais à ce genre de choses. Seulement, j'étais désespéré. M'approcher de l'horloge devenait une question de vie ou de mort. Je redescendis la rue vers le chantier en essayant d'avoir l'air le plus naturel possible. Pas du tout celui d'un gosse qui s'apprête à envoyer une brique dans une vitrine. Donc j'avançai en sifflotant, les mains dans les poches de mon jean de cow-boy. J'étais presque content de porter cet ensemble à la noix, à ce moment-là. Cela me faisait paraître innocent. Qui, en effet, pourrait bien soupçonner un gosse de 7 ans?
En approchant du chantier, je fis mine de donner des coups de pied dans la poussière, par-ci par-là, puis de shooter dans des cailloux. Comme le chantier semblait désert, je me dirigeais lentement vers un tas de briques. Puis discrètement, je me retournai pour vérifier que personne ne me voyait. Parfait, la voie était libre. Je ramassai une brique et la soupesai. Dieu que c'était lourd. Ce ne serait pas facile de la jeter bien loin avec mes petits bras d'élève de CE1. Mais après tout, il suffisait de la flanquer dans la vitrine. Ensuite, je me débourrirais bien. J'essayai d'enfoncer la brique dans la poche de mon pantalon. Trop grosse. Ou plutôt la poche était trop petite. Je portais donc mon fardeau à 2 mains vers la boutique. Naturellement, je prenais un air dégagé, comme si c'était parfaitement normal pour un petit garçon de porter une brique dans la rue. Je croisai quelques adultes pressés. Heureusement, aucun d'eux ne me prêta attention. Enfin, j'arrivai devant la vitrine et tins un instant la brique d'une seule main. Un signal d'alarme allait-il se déclencher quand je briserais la glace? La police viendrait-elle m'arrêter? Bah, pensai-je, aucune importance. Si je parvenais à remonter dans le présent, la police ne m'attraperait pas. Du courage, vas-y. Cette fois, je soulevai la brique à 2 mains, au-dessus de ma tête, et à cet instant précis, quelqu'un m'attrapa par les épaules. « Au secours !» criai-je en faisant volte-face. Puis la stupeur se peignit sur mon visage. « Papa !»« Michael, que fais-tu ici? Tu es tout seul ?» Je laissai tomber la brique sur le trottoir. Il ne sembla pas la remarquer. « Je voulais te faire une surprise. Je voulais venir te voir après l'école. » Il me regarda comme s'il ne comprenait pas ce que je disais. Alors j'ajoutai pour faire bonne mesure. « Tu m'as manqué, papa. »« C'est vrai, ça ?» s'exclama-t-il en souriant. Il était ému, ça se voyait. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Tu as pris le bus ?» J'acquiesçai. « Tu sais que tu n'as pas la permission de prendre le bus tout seul. » Il essayait de paraître sévère, mais il ne semblait pas en colère. Il avait été radouci parce que je lui avais dit. Mais ça ne résolvait pas mon problème. Comment faire pour mettre la main sur l'horloge? Papa pouvait-il m'aider? Ça valait la peine d'essayer en tout cas, et j'étais prêt à tout. « Papa, tu vois l'horloge là ?» Il m'entoura les épaules de son bras. « Elle est belle, n'est-ce pas? Cela fait des années que je l'admire. Il faudra absolument que je voie le cadran de près. C'est très très important. Sais-tu quand le magasin va rouvrir? Il faut trouver un moyen. » Papa se méprit et me tapota les cheveux. « Je sais ce que tu ressens, Michael. Moi aussi je voudrais avoir cette horloge tout de suite. Mais je n'en ai pas les moyens. Un jour peut-être. Viens, rentrons à la maison. Je me demande ce qu'il y a pour dîner ce soir, ajouta-t-il en m'entraînant. Je montai dans la voiture et restai silencieux jusqu'à chez nous. Une pensée m'obsédait. Quel âge aurais-je lorsque je me réveillerais le lendemain matin? Lorsque j'ouvris les yeux, tout avait changé autour de moi. Les murs étaient peints en bleu ciel. Pouah! Je regardais mon couvre-lit, en tissu du même bleu, avec des kangourous qui sautaient partout, comme sur les rideaux d'ailleurs. Ravissant. Mon regard fit rapidement le tour de la pièce. Sur un mur, il y avait une tapisserie représentant une vache. De mieux en mieux. Ce n'était pas ma chambre, et pourtant je reconnaissais cette pièce. À cet instant, je sentis une bosse contre ma jambe. Je glissai la main sous le couvre-lit au kangourou et extirpai Harold, mon vieil ours en peluche. Bon sang, qu'est-ce que je faisais ici? C'était la chambre de Tania. Je bondis du lit. Je portais un pyjama imprimé avec les 101 dalmatiens. J'aimais donc tant les bêtes quand j'étais petit. Mais petit comment, justement? Je courus à la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Quel âge avais-je maintenant? Impossible à dire, parce qu'il fallait que je grimpe sur le siège des toilettes pour voir mon visage. Mauvais signe. Je me hissai sur la cuvette et pris appui sur la tablette du lavabo. Horreur! J'avais l'air d'avoir 5 ans. Je sautai du siège et dévalai l'escalier jusqu'à la cuisine. « Bonjour, mon poussin !» s'exclama maman en me serrant contre elle pour m'embrasser. « Bonjour, maman !» Je n'arrivais pas à reconnaître ma voix, si enfantine. Papa était assis à table et buvait son café. Il posa sa tasse et me tendit les bras. « Viens faire un gros bisou à papa. » Je soupirai et me forçai à courir me jeter dans ses bras et à l'embrasser sur la joue. J'avais oublié toutes les effusions que les enfants ont à supporter. Sans m'attarder davantage à ce genre de jeu, je quittai la cuisine en courant sur mes petites jambes de garçon de 5 ans. Courant toujours, je traversai le salon, m'engouffrai dans le bureau, puis revins à la cuisine. Quelque chose me manquait. Non, quelqu'un me manquait. Tania. « Reste tranquille 30 secondes, poussinet, dit maman en se baissant pour me prendre dans ses bras et m'installer sur une chaise. Veux-tu des céréales? Où est Tania? demandai-je. Qui? Tania. Maman interrogea papa du regard.
Il haussa les épaules. Tu sais bien, insistai-je, ma petite sœur. Maman sourit. Ah, Tania s'exclama-t-elle comme si elle comprenait enfin. Elle jeta de nouveau un coup d'œil à papa et remua les lèvres en silence pour dire « C'est son ami invisible !»« Hein ? Il a une amie invisible ?» s'exclama-t-il. Maman lui jeta un regard courroucé et me remplit un bol de céréales. « À quoi ressemble ton amie Tania, Michael chéri ?» Je ne lui répondis pas. J'étais trop abasourdi pour parler. Il ne savait pas de qui je parlais. Mais alors, Tania n'existait pas ? Elle n'était pas encore née ? Pendant quelques instants, un frisson de joie me parcourut. Pas de Tania. Je pouvais passer toute la journée sans voir ni entendre Tania la terreur. C'était incroyable, merveilleux, extraordinaire. Puis, soudain, une autre pensée m'envahit. Effroyable celle-là, car si la plus jeune des enfants Webster avait disparu, j'étais le prochain. Lorsque j'eus terminé mon bol de céréales, maman m'emmena dans ma chambre pour m'habiller. Elle me mit ma chemise, mon pantalon, mes chaussettes et mes souliers, mais elle ne m'attacha pas mes lacets. « Maintenant, mon poussin, tu vas essayer de lasser tes chaussures tout seul. Te rappelles-tu comment tu as fait hier ?» Elle prit un lacet entre ses doigts et se mit à chantonner tout en le nouant. Le petit lapin saute autour de l'arbre et les canards sautent dans les buissons. Tu t'en souviens ? Elle s'assit sur les talons pour me regarder attacher mon autre lacet. Je voyais à son expression qu'elle s'attendait à ce que je n'y arrive pas. Je me baissai et attachai mon lacet sans problème. « Désolé, maman, pensai-je. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de bêtises. » Elle me dévisagea avec stupeur. Je me redressai. « Allez, maman, viens. »« Michael, tu y es arrivé. Tu as attaché ton lacet pour la première fois. » Elle me prit dans ses bras et me serra avec force contre son cœur. « Il faut que je le dise à papa, » s'écria-t-elle. Je la suivis dans l'escalier en levant les yeux au ciel. « Tu parles d'un exploit. »« Chérie, Poussinet a attaché son lacet tout seul. »« Eh, mais c'est très bien ça !» s'exclama papa d'un ton enjoué. Il me tendit la paume de sa main pour que je la frappe, et me frappa ensuite le bout des doigts, comme les rappeurs. « Ça, c'est un grand garçon !» ajouta-t-il. Il se tourna vers maman et fit bouger ses lèvres. « Il a mis du temps !» articula-t-il en silence. Mais j'étais trop inquiet pour me vexer. Ensuite, maman m'accompagna au jardin d'enfants. À peine arrivée, elle raconta à ma maîtresse que je savais nouer mes lacets tout seul. Elles s'extasièrent pendant plus de 5 minutes. Après, il fallut que je m'asseye dans cette stupide salle de classe. Je dus faire de la peinture avec mes doigts et chanter l'alphabet pendant toute la matinée, alors qu'il me fallait revenir d'urgence au magasin d'antiquités. Je ne pouvais penser à rien d'autre dans mon désespoir. Mon désir le plus cher était de remettre l'aiguille sur la bonne année. Qui sait, demain je serais peut-être incapable de marcher. Mais comment arriver jusqu'à chez Anthony ? Cela avait déjà été très dur d'aller en ville quand j'étais en CE1. Maintenant que j'étais au jardin d'enfants, cela devenait presque impossible. Et puis, même si je parvenais à monter dans le bus sans attirer l'attention, je n'avais pas d'argent sur moi. Je lorgnais le porte-monnaie de ma maîtresse. Peut-être pourrais-je lui voler quelques pièces. Elle ne s'en rendrait probablement jamais compte. Mais si elle me prenait en flagrant délit, j'aurais de gros ennuis. Et j'avais assez d'ennuis comme ça. Je décidai donc de me glisser dans le bus sans payer. Je trouverais bien un moyen quelconque. Lorsque l'heure de la sortie arriva enfin, je me précipitai pour prendre le bus, et je me cognai en plein dans maman. « Bonsoir, Poussinet, as-tu passé une bonne journée ?» J'avais oublié qu'elle passait me chercher tous les jours à l'école. Elle me prit la main et la serra dans la sienne. Impossible d'échapper à son étreinte. Impossible de m'enfuir. « Au moins je suis encore en vie, constatai-je en me réveillant le lendemain matin. Mais j'avais 4 ans. Le temps allait bientôt me manquer. Maman entra dans la pièce en dansant. « Bonjour, bonjour, chanta-t-elle. Bonjour, bonjour, Poussinet. Prêt pour la maternelle ?» Burk, la maternelle, ça ne s'arrangeait pas. Ça devenait même franchement insupportable. Maman me déposa dans la cour de l'école. Je la laissais m'embrasser sans réagir. « Passe une bonne journée, Poussinet. » Tête baissée, je marchais vers le coin le plus proche et m'y assis. Là, je regardais les autres enfants jouer, mais je refusais de faire quoi que ce soit. Je ne voulais ni chanter, ni jouer dans le tas de sable. Rien. Poussinet n'avait envie de rien. Voilà. « Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Michael ?» demanda la maîtresse, Madame Sarton. « Tu ne te sens pas bien ?»« Si, ça va. Alors pourquoi ne joues-tu pas ?» Elle me dévisagea attentivement pendant quelques secondes, puis ajouta d'un ton décidé. « Cela te ferait du bien de jouer. » Sans me demander mon avis, elle me prit dans ses bras et me porta de l'autre côté de la cour. Là, elle me déposa près du bac à sable. « Mona va jouer avec toi, me dit-elle, toute joyeuse. Mona était très mignonne quand elle avait 4 ans.
Comment avais-je pu l'oublier? Pour l'instant, cependant, elle semblait très occupée à construire un igloo. Enfin, je pensais que cette espèce de tas vaguement rond devait être un igloo. J'ouvris la bouche pour lui dire bonjour, et puis, tout à coup, je me sentis intimidé. Ça ne durera pas. Je n'allais pas me laisser impressionner par une fille de 4 ans, non. Et puis, elle ne m'avait pas encore vu dans mes sous-vêtements. « Bonjour, Mona. » Je grimaçais en entendant la petite voix puérile qui sortait de ma bouche. Mona me toisa d'un air hautain. « Beuh !» lança-t-elle en plissant son joli petit nez retroussé. « Un garçon. Je déteste les garçons. » Eh ben, glapis-je de ma voix de fausset, si c'est ce que tu penses, t'as qu'à oublier ce que j'ai dit. Mona me regarda, étonnée, comme si elle n'avait rien compris. Les garçons, c'est bête, lâcha-t-elle enfin. Je haussai les épaules et dessinai des volutes dans le sable avec mes petits doigts potelés. Mona creusa des douves autour de son igloo, puis se releva. « Ne laisse personne toucher à mon château, ordonna-t-elle. « D'accord. » Ce n'était donc pas un igloo. Elle s'en alla sur ses petites jambes et revint quelques minutes plus tard, un seau à la main. Elle versa avec soin un peu d'eau dans les douves de son château, puis elle répandit le reste sur ma tête. « Idiot, idiot de garçon !» lança-t-elle d'une voix perçante avant de s'enfuir. Je me levai et m'ébrouai comme un chien. J'avais une étrange envie d'éclater en sanglots et de courir vers la maîtresse. Mais je me retins. Mona se tenait à quelques mètres de moi, prête à s'enfuir plus loin s'il le fallait. « Nananère, essaye un peu de m'attraper, Michael. » Je repoussai mes cheveux mouillés en arrière et la regardai. « Tu ne pourras pas m'attraper, insista-t-elle. « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» Je m'élançai vers elle. Elle poussa alors un cri strident et courut vers l'arbre à côté de la clôture de la cour de récréation. Là-bas, il y avait une autre fille de son âge. On aurait dit Hélène. Elle portait des lunettes épaisses à monture rose et dessous un pansement sur l'œil droit. J'avais oublié ce pansement. Hélène avait été obligée de le porter presque toute l'année du CP. Mona cria de nouveau et s'agrippa à Hélène. Une seconde plus tard, les deux filles s'accrochaient l'une à l'autre en hurlant, comme si elles voyaient arriver King Kong en personne. Je m'arrêtai devant l'arbre. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. »« C'est pas vrai, hurla Mona. Au secours !» Je m'assis dans l'herbe pour leur prouver que je n'avais pas de mauvaises intentions. Peine perdue. « Il nous fait du mal, il nous fait du mal !» Soudain, elles se lâchèrent et se jetèrent sur moi comme deux folles. « Aïe ! Tiens-lui les bras, ordonna Mona. Hélène obéit et Mona commença à me chatouiller. « Arrête, suppliai-je, arrête !» C'était une véritable torture. « Non, s'écria Mona, ça t'apprendra à essayer de nous attraper. »« Mais je n'ai pas... » Difficile de parler pendant qu'elle me chatouillait. « Je n'ai pas essayé de... »« Si !» J'avais oublié à quel point Mona pouvait être tyrannique. Cela me fit réfléchir. Si jamais je reviens à mon âge réel, pensai-je, peut-être que je n'aimerais pas autant Mona. « Arrête s'il te plaît, suppliai-je encore. »« D'accord, mais seulement si tu me promets quelque chose. »« Quoi ?»« Il faut que tu grimpes à l'arbre, ordonna-t-elle en désignant le marronnier à côté de la clôture. D'accord ?» J'examinai l'arbre. Ça ne devait pas être bien compliqué de se hisser jusqu'à la première branche. « D'accord, mais lâche-moi. » Mona se redressa et Hélène me lâcha les bras. Je me remis debout et secouai l'herbe de mon pantalon. « Ha ha, tu as peur ?» railla Mona. Quelle sale gosse. Elle était presque aussi mauvaise que Tania. Et maintenant, elle se mit à chantonner avec sa copine. « Michael a peur, Michael a peur. »« La ferme, vous ne voyez pas que je le grimpe, votre arbre? C'est pas la peine de m'allumer comme ça. » Elles me regardèrent toutes les deux hébétées, comme Mona tout à l'heure, comme si elles ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. « Ouh, Michael a peur, » reprirent-elles en chœur. Je soupirai et continuai à grimper. Mes mains étaient tellement petites que c'était dur d'attraper les branches. Soudain mon pied glissa et une pensée horrible me traversa l'esprit. Cet arbre, ça me rappelait. N'était-ce pas à la maternelle que je m'étais cassé le bras? Aïe! Le matin, encore, je bâillais et ouvrais les yeux, puis remuai mon bras gauche, celui que j'avais cassé en grimpant au marronnier de l'école, la veille. Bizarre, mon bras semblait en bon état, complètement guéri. J'ai encore dû remonter le temps. Pour une fois, j'étais plutôt content. Je n'avais pas besoin d'attendre que mon bras guérisse, puisqu'il n'était pas encore cassé. Mais encore, dans ma situation, ça signifiait déjà, déjà vu, déjà vécu. Alors où en étais-je déjà? Le soleil entrait à flot dans la chambre de Tania. Enfin, ma chambre maintenant.
et il y avait une drôle d'ombre sur mon visage, une ombre rayée. J'essayais de sortir du lit en roulant sur le côté, mais je me heurtais à quelque chose de non identifiable. Je me remis sur le dos pour regarder. Des barreaux. J'étais entouré de barreaux. Étais-je en prison? J'essayais de me redresser pour mieux voir, mais ce n'était pas aussi facile que d'habitude. Mes muscles abdominaux semblaient tout mous. Enfin, je parvins à m'asseoir et je regardais autour de moi. Non, je n'étais pas en prison, mais dans un lit d'enfant. Et la différence entre les deux est minime, je peux vous le dire. À côté de moi, tout froissé, il y avait mon grand mouchoir jaune avec le canard brodé dans le coin. Derrière, contre l'oreiller, un tas d'animaux en peluche. Je baissai les yeux pour identifier l'animal imprimé sur mon pyjama. Stupeur. Je n'en portais pas. J'étais affublé d'un minuscule maillot blanc. Et... oh non! Je fermai les yeux, horrifié. Ce n'était pas possible. Pitié, non. J'ouvris les yeux et vérifiai si j'avais bien vu. Eh bien oui. Je portais une couche. Quelle humiliation! Quel âge avais-je donc à présent? À quelle époque lointaine étais-je remonté? Es-tu réveillé, poussinet d'amour? Maman entra dans la chambre. Elle paraissait drôlement jeune. As-tu bien dormi, mon ange? À l'évidence, elle n'attendait aucune réponse de ma part. D'ailleurs, elle m'enfonça un biberon de jus de fruits dans la bouche sans autre forme de procès. Burk! Un biberon. Je l'ôtai de ma bouche et le jetai maladroitement par terre. Maman le ramassa. Non, 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 s'exclama-t-elle d'un ton patient. Vilain petit poussinet, bois ton biberon maintenant. Allez. Elle glissa de nouveau la tétine dans ma bouche et comme j'avais soif, je bus. Bien sûr, dès que maman sortit de la pièce, je lâchai le biberon. Il fallait que je sache mon âge. Il fallait que je sache combien de temps il me restait. Je m'agrippai au barreau du lit et me mis debout. Ça va, pensai-je, je tiens encore sur mes jambes. J'essayai de faire un pas. Je ne contrôlais pas très bien les muscles de mes mollets. Je fis le tour du lit en titubant. Bon, j'arrivais à marcher. Pas très droit, mais j'y arrivais. Donc, je devais avoir 1 an. À ce moment-là, je tombais et me cognais la tête au barreau. Les larmes me montèrent aussitôt aux yeux et je me mis à geindre et à brailler. Maman arriva en courant dans la chambre. « Que se passe-t-il, poussinet? Qu'est-ce que tu as ?» Elle me prit dans ses bras et me tapota le dos. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était vraiment très gênant. Qu'allais-je devenir? J'étais désespéré. En une seule nuit, j'étais revenu 3 ans en arrière. Si j'avais 1 an aujourd'hui, demain... Un frisson parcourut ma petite échine. Il fallait absolument que je trouve un moyen d'arrêter de remonter le temps. Je n'avais pas une minute à perdre. Mais comment faire? Je n'étais même plus en maternelle. J'étais un bébé. Maman me dit de sa douce et jeune voix que nous allions sortir et qu'elle allait m'habiller. Puis elle prononça les mots que je redoutais. « Je sais ce qui t'ennuie, poussinet. Ta couche a sûrement besoin d'être changée. »« Non, m'écriai-je, non. »« Oh si, poussinet, allez, viens. » Je n'aime pas penser à ce qui s'est passé ensuite. Je préfère effacer ça de ma mémoire. Quand le pire fut terminé, maman m'installa dans un parc. Encore des barreaux, pendant qu'elle s'affairait dans la maison. Je secouais un hochet, flanquais un coup dans un mobile qui pendait au-dessus de ma tête et le regardais tourner un instant. Puis j'appuyais sur les boutons d'un jouet en plastique. Il en sortit toutes sortes de bruits. Un glapissement, un couinement, un miaulement. Je m'ennuyais à mourir. Puis maman vint me chercher. Elle me mit un pull chaud et un petit bonnet tricoté bleu pâle, complètement tarte. « Qui c'est qui veut voir son papa ?» gazouilla-t-elle. « Qui veut voir son papa et faire des courses ?»« Papa, papa » répliquai-je. J'avais voulu dire « Si tu ne m'emmènes pas au fourbi d'Anthony, je sauterai de mon lit et je me fendrai le crâne. » Mais je ne pouvais pas parler. C'était frustrant. Maman me porta jusqu'à la voiture et m'attacha dans un siège bébé à l'arrière. « Moins serré, maman » essayai-je de dire. Au lieu de ça, je ne pus que bégayer. « Non, 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 non. »« Ne fais pas le vilain maintenant, poussinet, » déclara maman. « Je sais que tu n'aimes pas ton siège bébé, mais c'est obligatoire. » Elle resserra encore ma ceinture de sécurité, puis se mit au volant. Je compris rapidement qu'elle se dirigeait vers le centre. « Il y a peut-être une chance, me mis-je à espérer. Si nous allions voir papa, nous serions tout près du magasin d'antiquités. Et alors ?» Comme prévu, maman se gara devant le bureau de papa, puis me détacha de mon siège. Je pouvais enfin bouger, mais pas pour longtemps. Elle sortit une poussette du coffre, la déplia et m'y installa. Attachée, évidemment. Être un bébé, c'est être prisonnier, pensai-je. Tandis qu'elle me poussait sur le trottoir, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'était épouvantable.
Nous étions arrivés à l'heure du déjeuner. Un flot d'employés se déversa de l'immeuble, puis papa apparut et embrassa maman. Ensuite il s'accroupit pour me chatouiller sous le menton. « Et voilà mon petit garçon. Dis bonjour à papa, souffla maman. Jour papa, gazouillai-je. Bonjour Poussinet, répondit-il tendrement. Mais quand il se redressa, il se pencha vers maman pour lui murmurer, comme si je ne pouvais pas l'entendre. Ne devrait-il pas dire davantage de mots, chérie? Le fils de Ted Jackson a son âge, et il arrive à prononcer des phrases entières. Il peut dire ampoule et cuisine et je veux mon ours en peluche. Ah, ne recommence pas, s'il te plaît, chuchota maman en colère. Michael n'est pas en retard. Furieux, je me tortillai dans ma poussette. Moi, en retard? Je n'ai pas dit ça, chérie. J'ai dit... Si tu l'as dit, si, l'autre soir, quand il s'est enfoncé des petits pois dans le nez, tu as suggéré qu'il faudrait lui faire passer des tests. Je m'enfonçais des petits pois dans le nez. Je frissonnais de la tête aux pieds. Bien sûr, c'était stupide, mais je n'étais qu'un bébé, après tout. Papa s'emballait un peu, non? J'aurais voulu lui dire que je m'arrangerais avec le temps, au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Je sais que je n'ai rien d'un génie, mais j'ai plein de bonnes notes en classe. Nous parlerons de ça plus tard, reprit papa. Si nous voulons trouver une table pour la salle à manger, nous ferions mieux d'y aller maintenant. C'est toi qui as parlé de retard, répliqua maman avec une moue mécontente. Elle effectua un demi-tour avec ma poussette et traversa la rue. Papa nous suivit. Je laissai mon regard errer sur les façades. Un immeuble, un bureau de prêteur sur gage, un café. Soudain je vis ce que je cherchais, et mon cœur bondit dans ma poitrine. Au fourbi d'Anthony. Je gardai les yeux rivés à l'enseigne. « S'il te plaît, maman, emmène-moi là, l'implorai-je en silence. S'il te plaît. » Maman me poussait toujours. Elle passa devant l'immeuble, devant la boutique du prêteur sur gage, devant le café, et s'arrêta devant la boutique d'Anthony. Ouf! Papa s'immobilisa aussi et regarda la vitrine, les mains dans les poches. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ce temps, j'y étais. Enfin un peu de chance. Je regardais la vitrine avec avidité, cherchant l'horloge. Il y avait une étagère en bois, une lampe avec un abat-jour à franges, un tapis perçant et une pendule de table, pas une horloge avec un coucou. Ce n'était pas la bonne. Mon cœur se serra et retrouva sa place habituelle dans ma poitrine. Pourquoi le destin me jouait-il des tours pareils? J'étais enfin parvenu à la boutique d'antiquité et l'horloge n'y était pas. Ma vie avait-elle encore un sens? J'avais envie de pleurer. Et pourquoi pas après tout? J'étais un bébé, non? C'était bien normal que je pleure. Mais je n'en fis rien. Même si j'avais l'air d'un bébé, à l'intérieur, j'avais 12 ans. Et j'avais toujours ma fierté. Papa s'avança vers la porte et la tint ouverte devant maman qui me poussa à l'intérieur. La boutique était encombrée de vieux meubles. Un homme joufflu d'environ 40 ans se fraya un chemin jusqu'à nous. Et soudain, derrière lui, à l'autre bout de la boutique, dans un coin, je la vis. Oui, l'horloge de ce sale coucou vengeur. Un cri enthousiaste sortit de ma poitrine et je me mis à me balancer dans la poussette pour qu'on me détache. J'étais tellement près du but. « Puis-je vous aider » demanda l'homme. « Nous cherchons une table de salle à manger » répondit maman. Bon sang, il fallait que je sorte de cette maudite poussette. Il fallait que j'atteigne l'horloge. Je me balançais plus fort, mais ça ne servait à rien. J'étais trop bien attaché. « Laissez-moi sortir de ce machin » criai-je. Maman et papa se retournèrent pour me regarder. « Que dit-il » demanda papa. « Quelque chose comme « la la la, ouin 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 » suggéra l'antiquaire. Cette fois, je me balançai de toutes mes forces et me mis à hurler. « Il déteste rester dans sa poussette » expliqua maman en se penchant pour me détacher. « Je vais le tenir contre moi et il se calmera. » J'attendis qu'elle me prenne dans ses bras, puis je hurlai de nouveau et me tortillai autant que tortiller se peut. Papa devint tout rouge. « Mais enfin, qu'est-ce que tu as, Michael ?»« Marchez, marchez » hurlai-je. « Très bien » murmura maman me posant sur le sol. « Mais maintenant, arrête de crier. » Je me calmai immédiatement et testais mes petites jambes potelées et vacillantes. Elles ne m'emmèneraient pas très loin, mais je n'avais qu'elles pour parvenir à mes fins. « Surveillez-le » déclara l'antiquaire. « Il y a beaucoup de choses fragiles ici. » Maman me prit par la main. « Viens, Poussinet, allons voir les tables. » Elle tenta de m'emmener dans un coin du magasin où il y avait plusieurs tables en bois. Je gémis et me débattis en vain. Maman me tenait trop solidement pour que je m'échappe. « Chut, Poussinet !» Je la laissai donc m'entraîner et levai la tête vers l'horloge. Il était presque midi.
À midi, je le savais, le coucou sortirait de sa cachette. C'était ma seule chance de l'attraper et de lui remettre la tête à l'endroit. J'essayai de glisser ma main hors de celle de maman. Elle resserra son étreinte. J'avais oublié qu'elle avait une poigne de fer. « Que penses-tu de celle-ci, chérie ?» lui demanda papa en passant la main sur une table de bois sombre. « Ce bois est trop foncé pour nos chaises, Juliane. » Une autre table attira l'attention de maman. Comme elle s'avançait pour la voir, j'essayai encore de libérer ma main. Rien à faire. Résigné, je la suivis et jetai de nouveau un coup d'œil à l'horloge. L'aiguille des minutes bougea. Midi moins 2. « On ne peut pas se permettre d'être trop difficile, chérie, dit papa. Les bergers viennent dîner dans 2 jours. On ne va tout de même pas les faire manger debout dans la salle à manger. Je le sais très bien, figure-toi, mais je ne vois pas l'intérêt d'acheter une table que nous n'aimons pas. Papa commença à élever la voix, et maman pinça les lèvres dans une expression que je lui connaissais bien. Ah, une dispute, voilà enfin ma chance. Papa criait, maman aussi. Pourquoi ne pas les laisser manger par terre sur une couverture tant qu'il y est? On pourrait prétendre faire un pique-nique. Tout à sa querelle, maman me lâcha enfin. Je reculai et marchai aussi vite que je le pouvais. L'horloge se rapprochait de moi. Je vis l'aiguille des minutes se déplacer d'un cran. Je marchais encore plus vite, tandis que mes parents continuaient à se disputer. « Je n'achèterai pas cette horrible table, un point c'est tout !» s'exclama maman. J'arrivai enfin devant l'horloge, mais elle était immense et la porte du coucou si loin au-dessus de moi qu'il m'était impossible de l'atteindre. L'aiguille des minutes se déplaça de nouveau. Cette fois, le gong retentit et la porte du coucou s'ouvrit. L'oiseau sortit d'un bond et lança un premier coucou, puis un deuxième. Je levai les yeux, impuissant. Avait-on jamais vu ça? Un garçon de 12 ans prisonnier d'un corps de bébé. Je regardais l'horloge d'un air furibond. Il fallait que je trouve un moyen d'atteindre ce maudit coucou de malheur. Il fallait que je le remette à l'endroit, coûte que coûte. 3, 4. Je savais qu'au 12e coucou, j'étais fichu. Le coucou disparaîtrait, et moi aussi. Pour toujours. Un matin de plus, et j'étais rayé de la planète. Je regardais frénétiquement autour de moi pour trouver une échelle, un tabouret, n'importe quoi. Je ne pouvais pas assister sans rien faire à ma propre disparition. J'aperçus une chaise pas très loin de là. Je trottinai jusqu'à elle et la poussai vers l'horloge. Elle se déplaça de 2 ou 3 centimètres, pas plus. Je me penchai davantage, de façon à peser sur elle de tout mon poids. Tu parles, je ne devais guère peser plus de 10 kilos. Mais cela suffit, la chaise glissa sur le sol. 5, 6. Je poussai enfin la chaise contre l'horloge. Manque de chance, le siège m'arrivait au menton. J'essayais bien de grimper dessus, mais mes bras étaient trop faibles. Zut et zut! Le cœur battant à se rompre, je posai mon petit pied de bébé contre un des pieds de la chaise. Puis je me soulevai, attrapai un barreau et me hissai sur le siège. Gagné! J'y étais arrivé. 7, 8. Je parvins à me mettre à genoux puis complètement debout. Alors, superbe, je me cambrai et tendis la main pour attraper le coucou. Je la tendis loin, aussi loin que je le pouvais. 9, 10. J'étais sur le pointe des pieds. J'essayais d'étirer mon bras plus loin, encore plus loin. « Attrapez ce bébé !» La voix de l'antiquaire faillit me faire tomber. J'entendis un bruit de pas précipité. Il courait pour m'arrêter. Vite, je m'étirai encore pour atteindre le coucou, plus que 3 centimètres. L'impossible, quoi. 11. Soudain, maman m'attrapa et me souleva. Ainsi, pendant 1 seconde, le coucou fut à portée de ma main. Miracle! Je l'attrapai et lui tordis le cou sans plus attendre. 12. Le coucou regagna l'horloge. Infiniment soulagé, je me dégageai des mains de maman et me laissai tomber sous la chaise. « Michael, qu'est-ce qui t'a pris ?» s'écria-t-elle en essayant de m'attraper de nouveau. Je m'esquivai et me penchai vers le côté de l'horloge. Le petit cadran qui indiquait les années était bien là. Je pouvais le toucher depuis la chaise. Sans hésiter, je plaquai ma menotte sur le bouton de commande et observai les années qui défilaient. Soudain, l'antiquaire se mit à hurler. « Éloignez ce bébé de l'horloge !» Maman se pencha vers moi, mais je criai si fort qu'elle tressaillit et baissa les bras. « Lâche ça, Michael, ordonna papa. J'ôtai ma main du bouton. Ouf, le cadran montrait maintenant la bonne année. L'année en cours, celle où je venais d'avoir 12 ans. Maman fit une autre tentative pour m'attraper. Cette fois, je la laissai faire. Ça n'avait plus d'importance maintenant. Soit l'horloge marcherait, et je retrouverais mes 12 ans, soit elle ne marcherait pas, et alors je disparaîtrais, envolé dans le temps, pour toujours.
Je suis désolé, dit papa à l'antiquaire. J'espère qu'il n'a rien abîmé. J'avais beau guetter le moindre signe, rien ne se passait. Rien. J'attendis encore 1 minute, le temps que l'antiquaire inspecte l'horloge. Tout a l'air en place, sauf qu'il a changé l'année. Je vais la remettre. Non, m'exclamai-je en gémissant. Non. Ce garçon aurait besoin d'une bonne fessée, si vous voulez mon avis, déclara Anthony. Sur ces mots, il tendit la main vers le côté de l'horloge et appuya sur le bouton. Il y eut un léger déclic. Non, non, hurlai-je. J'étais fichu. J'étais déjà en train de cesser d'exister. Mais le geste de l'antiquaire resta suspendu dans le temps. Il y eut un grand éclair de lumière brillante, et je me sentis pris de vertige. Ébloui, je clignai des paupières. Plusieurs secondes s'écoulèrent avant que je puisse voir quoi que ce soit. Un air frais et humide passa soudain sur mon chemin. Une odeur de renfermé, de garage. « Il te plaît, Michael ?» Je clignai encore des paupières, et je vis papa et maman debout devant moi. Ils semblaient plus vieux. Enfin, normalement vieux, étant donné les événements. Nous étions dans le garage. Papa tenait un vélo à 21 vitesses, flambant neuf, et maman fronçait les sourcils. « Tu ne te sens pas bien, Michael ?» Je mis un instant à comprendre. Il me donnait ce vélo pour la énième fois, d'accord. Mais si c'était mon anniversaire, alors j'avais de nouveau 12 ans. L'horloge avait marché, elle m'avait ramené au temps présent. J'aurais dansé de joie, j'étais tellement heureux que j'en aurais pleuré. Mais pas des larmes de bébé cette fois. Je me jetai dans les bras de maman et la serrai fort, puis je sautai au cou de papa. « Eh bien, tu as l'air d'apprécier ce vélo au moins. »« Je l'adore, répondis-je avec un grand sourire. J'adore tout, le monde entier. J'adorais surtout le fait d'avoir de nouveau 12 ans. Je pouvais marcher, parler, prendre le bus tout seul. Et mais attendez 1 minute, si c'était mon anniversaire, il allait falloir que je revive ma fête, les invités, le gâteau, Mona qui se moquait de moi. Je me redressai et m'armai de courage pour l'horrible journée à venir. Tant pis, si le temps va de l'avant, je suis prêt à tout supporter. Plutôt stoïque, non? Je savais très bien ce qui allait se passer maintenant. L'arrivée de la môme Tania. Elle allait essayer de monter sur mon vélo, elle le ferait tomber et il y aurait une éraflure. Mais j'étais prêt. Je m'attendais au pire avec la plus grande des résignations. Bizarrement, Tania ne venait toujours pas. En fait, elle ne semblait pas être là. Elle n'était pas dans le garage. Aucun signe d'elle, en tout cas. Maman et papa poussèrent de grands « Oh » et de grands « Ah » à propos du vélo. Ils ne se comportaient pas comme si quelque chose manquait. Ni quelqu'un. « Où est Tania ?» leur demandai-je. Ils se détournèrent de la bicyclette pour me dévisager avec surprise. « Qui ? L'as-tu invité à ta fête d'anniversaire ?» demanda maman. Je ne me souviens pas d'avoir envoyé de carton à ce nom-là. Papa me sourit. « Tu ne serais pas amoureux par hasard, fiston ?» Non, répliquai-je, cramoisi. On aurait dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Tania, jamais entendu parler de leur propre fille. Tu ferais mieux d'aller te préparer pour ta fête, suggéra maman. Tes invités ne vont pas tarder à arriver. D'accord. Je rentrai en titubant dans la maison, abasourdi. Tania ? Personne ne répondit à mon appel. Se cachait-elle quelque part ? Je fouillai la maison à sa recherche. J'arrivai à sa chambre et ouvris la porte en grand. Je m'attendais à trouver une chambre de fille, en désordre, avec du rose partout et un lit à baldaquin blanc. Mais il n'y avait que 2 lits jumeaux, parfaitement en ordre, avec des couvre-lits écossais. Un placard vide, aucune affaire personnelle. Ce n'était pas la chambre de Tania, c'était une chambre d'amis. Là, j'étais bluffé. Pas de Tania. Tania n'existait pas. Comment cela avait-il pu arriver ? Je me précipitai dans le bureau à la recherche de l'horloge. Il n'y avait pas d'horloge non plus. J'eus un instant de frayeur, puis je me calmai. Je me souvenais à présent. Papa avait acheté l'horloge 2 jours après mon anniversaire. Mais je ne comprenais toujours pas. Qu'était-il arrivé à ma petite sœur ? Où était Tania ? Mes amis sont venus comme prévu à ma fête. Nous avons écouté des CD, mangé des chips et des toasts. Puis, un peu plus tard, Hélène m'a attiré dans un coin et m'a avoué que Mona avait le béguin pour moi. Génial. Je jetai un coup d'œil à Mona. Elle rosit et détourna la tête d'un air timide. Ça faisait une grande différence quand Tania n'était pas là pour me ridiculiser. Mes amis m'avaient apporté des cadeaux et je les ouvris moi-même. Pas de Tania pour défaire les emballages à ma place. Pas de sale môme pour me faire un croche-pied et me faire tomber le nez dans mon gâteau. C'était la plus chouette fête d'anniversaire que j'avais jamais eue. Et probablement la plus belle journée de ma vie, parce que Tania n'était pas là pour tout gâcher. Je m'en félicitais à chaque instant. 2 jours plus tard, on livra l'horloge. N'est-ce pas qu'elle est belle ?
s'écria papa avec enthousiasme, comme la première fois. Anthony m'a fait un prix. Il a dit qu'il avait découvert un petit défaut sur l'horloge. Le défaut, je l'avais presque oublié. Nous ne savions toujours pas ce que c'était, mais à coup sûr, cela avait quelque chose à voir avec la disparition de Tania. Peut-être que l'horloge ne marchait pas tout à fait bien, peut-être avait-elle oublié de faire revenir Tania. Dans ce cas, où se trouvait la salle môme? Dans l'espace intersidéral? J'osais à peine toucher à l'horloge. Je ne voulais pas recommencer un voyage dans le temps. Mais il fallait que je sache ce qui s'était passé. J'étudiai avec soin les décorations, puis mon regard se porta sur le cadran des années. L'aiguille était bien sur l'année en cours. Sans réfléchir, je laissai mon regard se porter sur les 12 nombres précédents pour retrouver mon année de naissance. La voilà. Lentement, je revins vers l'année en cours. 1985, 86, 87, 88, 89, 1991. Attendez un peu, je vais sauter une année, non? Je vérifiai de nouveau les dates. Où était passé 1990? L'année où Tania était née? Papa, m'écriai-je, j'ai trouvé le défaut. Regarde, il manque une année sur le cadran. Il se pencha à son tour et s'exclama. Ah oui, tu as raison. Bravo. N'est-ce pas un défaut minime? Un défaut minime, pensai-je. C'est sûr. Il ne peut pas réaliser que ce défaut a fait disparaître sa fille. Il y avait sans doute un moyen de remonter dans le temps pour retrouver Tania, et je pris la décision de le faire. Un de ces jours,